Bonjour à toutes et tous, si vous nous rejoignez sur ce replay, Emmanuel vient de faire l'introduction et je vais me présenter et lancer cette formation de 2 heures sur la recherche de fonds actifs et notamment sur les fonds privés. Donc bonjour à toutes, je suis ravie d'être avec vous. Merci Emmanuel pour ton invitation. C'est une joie de pouvoir intervenir au sein d'École Vert. Donc je vais vous partager mon écran. Je vais le faire tout de suite. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon? Oui, Super. Merci beaucoup. Donc alors, hop, on va parler pendant 2 heures de comment chercher des fonds. Vous êtes ici sur le programme de formation de l'association Assopreneur. Et ce module, en fait, que je vais vous proposer en 2 heures, c'est un module qui s'appelle Recherche de fonds actifs et que je propose moi aussi dans le cadre d'Assopreneur, dans les formations auprès de nos propres bénéficiaires. Un tout petit mot sur Assopreneur. Assopreneur est une association loi 1901 d'intérêt général qui a choisi d'accompagner toutes les personnes ayant choisi l'intérêt général pour changer le monde, pour prendre soin des autres dans la non-lucrativité totale. Voilà. Et donc, pour ma part, moi, je suis la cofondatrice de l'association Assopreneur. Hop. Merci pour votre présence. Et donc, je suis la cofondatrice de l'association Assopreneur. Je sais plus où j'ai mis où je suis. Euh, voilà, on est deux cofondatrices avec Chloé. Et moi, en fait, j'ai cofondé Assopreneur parce que je suis intimement persuadée que la non-lucrativité de l'intérêt général change le regard sur les conséquences de nos activités humaines et que c'est l'intérêt général qui vraiment prend soin le mieux de la planète et de ses habitants. Et je trouve que c'est pas normal que ce soit si difficile de pérenniser nos structures. Voilà pourquoi j'ai lancé Assopreneur, pour accompagner toutes les personnes qui ont choisi l'intérêt général. Alors, donc voilà, donc pour ma part, ça fait 20 ans que je dirige des associations. J'ai été déléguée générale de métier pendant plus de 11 ans, où j'ai dirigé des structures que je n'avais pas fondées. J'ai eu trop d'assauts qui mouraient autour de moi, ça me retournait le ventre. Donc j'ai décidé d'aider. J'ai quitté mon CDI de DG en 2016 pour créer Assopreneur et aider. Et donc depuis, j'ai continué à être déléguée générale, mais cette fois-ci en tant que fondatrice de ma propre asso. Et c'est parce que j'avais cette expérience de direction d'association que dans Assopreneur, on forme, on informe sur la direction d'association, mais aussi l'entrepreneuriat de l'intérêt général au sens large. Voilà. Alors, c'est parti. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a déjà fait avant l'enregistrement, on a déjà fait le tour de table, donc on ne va pas le refaire là, mais vous aviez partagé qui vous étiez et votre asso. Est-ce que tu veux une photo de groupe, Emmanuel? Je mets une petite pause sur l'enregistrement. Ouais, avec plaisir. Hop, j'ai mis l'enregistrement en pause. Donc, si t'es OK, Emmanuel, je te laisserai faire l'imprime écran parce que si ça te va. Et donc, je vous propose on a besoin, en fait, on fait tout le temps des photos parce qu'on en a besoin pour animer nos communautés, nos propres assos, et on en a besoin aussi pour illustrer les documents de nos associations. Donc, même si vous savez pas comment vous utiliserez cette photo pour l'instant, gardez-la, ce que Emmanuel va vous envoyer, parce que vous en aurez certainement besoin dans un an pour votre rapport d'activité, ou même juste demain pour un post sur les réseaux et pour faire bouger un peu votre communauté. Donc, si vous préférez pas être sur la photo, vous pouvez cacher votre caméra. Mais si vous la laissez, c'est que vous êtes bien OK pour que votre photo puisse être peut-être utilisée. Et si vous êtes d'accord, je vous invite à faire un petit signe qui montre que vous êtes bien OK pour cette photo. C'est beaucoup plus sympa et vivant. Et à faire la statue pour qu'Emmanuel puisse prendre, vous savez, l'imprime écran. Moi, je vais pas Claire, bouger. excuse-moi, mais je pense qu'il faut que tu enlèves ton partage d'écran. Sinon, je Ah, vois juste la photo. Ouais, Pam. voilà. Et là, je vois une personne, je vois que Valentin en grand et les Un autres en petit petit. coucou. Cheese. J'ai l'impression qu'il manque Pimprenel hein, dans la conversation. elle vient de quitter là à l'instant. Ah mince. Ouais, bon, bah, je pense qu'elle a eu un petit problème de connexion peut-être. Ok, elle va nous rejoindre, c'est pas grave, on peut continuer. Donc, je continue. Allez, je remets le partage d'écran Et l'enregistrement, du et coup, c'est bon. Ok, l'enregistrement. parfait. Est-ce que c'est tout bon? Vous voyez bien mon écran? Et je regarde, ça enregistre toujours, donc c'est tout bon. Alors, on continue. Donc, on va plonger On, dans on notre voit, on Claire, voit on le voit zoom. juste Zoom là. Oui, Pimprenel, est-ce que tout va bien? T'arrives à... Je recommence sur le partage d'écran. Est-ce que vous le voyez bien, mon partage d'écran? Yes. Cette fois, c'est bon? Allez, top. Donc là, on est au sein d'Assopreneur, on a une méthode globale pour pérenniser, piloter et développer une association. Et on travaille sur le pilotage et la gouvernance, on travaille sur la stratégie et le modèle éco. Et en fait, ici, dans cette formation sur recherche de fonds, on est dans stratégie, modèle éco et recherche de fonds active. Voilà. Mais il y a d'autres formations qui existent sur le programme d'action et sur la communauté et le réseau.
Donc là, ici, on est dans notre pilier numéro 2 au sein de la Sopronov. Alors, c'est parti, si j'arrive à passer. Voilà. Donc, ce qu'on va voir ensemble en 2 heures, on va d'abord faire on va parler de recherche de fonds. On va regarder toutes les branches qui existent dans la recherche de fonds. On va faire un focus sur les fondations et fonds de dotation. On fera un focus ensuite sur les entreprises. On verra comment on enclenche le premier contact une fois qu'on a un nouveau, on a trouvé un contact et maintenant comment on fait pour enclencher. Et on parlera un petit peu organisation du temps pour mener sa recherche de fonds effectivement. Bien sûr, vous pourrez poser toutes vos questions au fur et à mesure. Il ne faut surtout pas hésiter à lever la main avec les réactions de Zoom, à prendre la parole directement ou à me mettre la question dans le chat. Et dans ce cas-là, Emmanuel, si tu veux bien m'alerter, parce qu'il se peut que je vois pas tout. Ça marche. Vous êtes prête et prête? On y va? Allez. Donc, introduction à la recherche de fonds. Qui dit recherche de fonds dit donc modèle économique. Jusqu'ici, tout va bien. Le modèle économique d'une association, c'est très simple. C'est comment trouver, collecter plus d'argent qu'on en a besoin pour fonctionner. Voilà. Et donc, ce que l'on veut, quand on nous parle de modèle économique, eh bien, notre modèle économique dans une asso, il va dépendre d'une seule chose. Est-ce que vous savez de quoi il dépend le modèle économique dans une association? De le modèle économique, Ouais. fonctionnement. Eh bien, le modèle économique d'une association, donc comment on va aller chercher l'argent, ça Ah, dépend de votre situation au regard de l'intérêt général. Donc, je vais pas, voilà, là, je vais pas faire cette formation-là, elle n'est pas sur comment respecter l'intérêt général et comment s'auto-évaluer. C'est une autre formation, mais je voudrais que vous sachiez que tout ce que je vais vous partager là, derrière, je l'ai préparé pour une association qui respecte les conditions de l'intérêt général. Donc, si Oui, c'est c'est pas le cas votre, de tout le monde ici, hein. voilà, c'est-à-dire, si c'est pas votre cas, faut m'alerter, je vous donnerai les spécificités. Mais si c'est le cas, c'est parfait. Donc, on va considérer que tout le monde a fait son auto-évaluation au regard des conditions de l'intérêt général et que c'est OK pour tout le monde et que donc vous respectez bien. Un tout petit mot rapidou pour vous dire que là, ici, on est dans l'économie de l'intérêt général, qu'il existe trois économies, en tout cas en France. Et l'économie lucrative classique, avec une lucrativité à 100%. On a l'économie sociale et solidaire avec la loi ESS de 2014. Et cette loi ESS de 2014 qui est ici, en fait, elle invisibilise l'économie de l'intérêt général qui est comprise dedans. Voilà. Et donc, quand on parle d'économie sociale et solidaire, il faut toujours que vous demandiez à ce que les personnes précisent quand elles vous parlent de ça. Parce que qui dit économie sociale et solidaire, aujourd'hui au sens de la loi, dit à la fois entreprise commerciale, sociale et à la fois organisme d'intérêt général. Donc, c'est deux économies différentes qui ont été mixées ensemble. Voilà. Donc, ne pas hésiter à chaque fois à préciser que vous êtes un organisme d'intérêt général. Parce qu'en fait, dire qu'on est de l'ESS, ça veut rien dire. Parce que ce sont des modèles économiques différents, des plans comptables différents et des niveaux de lucrativité individuelle ou d'activité différents. Voilà. Donc, n'hésitez pas à préciser que vous faites partie de cette économie de l'intérêt général. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, c'est parti. Que signifie recherche de fonds actifs pour vous? Ça signifie quoi? J'attends vos réponses à l'oral. et ben, c'est appel à projet, aller rechercher des entreprises qui financent, Mhm. des philanthropes. Ouais, carrément. Vous avez d'autres idées qui vous viennent? Vous m'entendez? Oui. Merci. Il faut c'est beaucoup de prise de contact, notamment avec les entreprises, de liens, Mhm. d'échanges, de rencontres, de partage d'activités. Ouais, c'est ça, une recherche de fonds active, en dehors des appels à projets, Carrément. etc. Carrément. Merci beaucoup. Et pour vous? Alors, j'ai pas votre prénom pour Jardin de thé. Je suis désolée, j'ai pas votre prénom. Je vais vous le redemander. C'est Gaël. Gaël. Qu'est-ce que c'est pour vous la recherche de fonds active? Voir ce qu'on m'a dit, oui. Enfin, Vous pouvez me dire ce que vous avez en tête. C'est pas, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, hein. C'est pour savoir comment vous vous situez. Pour savoir si ça vous parle ou pas du tout. bah, des subventions. Par exemple. Par exemple, des subventions. Pourquoi pas? Et pour vous, Pimprenel et pour Jeanne, qu'est-ce que ça veut dire recherche de fonds actifs pour vous? Moi, pareil, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est plutôt appel à projet.
Appel à projet, mhm. Ça en Oui. fait partie, hein. Mhm. Les pimprenelles. Vous m'entendez ou pas? Ouais. Ah, ok. Bah, pour moi, ça va être aller chercher des partenaires pour voilà, leur faire une demande de financement avec ou sans appel à projet. Mhm. Carrément. Ok, ça marche. Bah, bien, merci pour ces partages. Donc, la recherche de fonds active, c'est effectivement tout ce que vous avez dit là. La recherche de fonds active, c'est comment on va aller trouver l'argent. Là, où est cet argent? Pour pouvoir alimenter notre modèle économique et donc collecter plus d'argent quand on en a besoin pour fonctionner et pouvoir ainsi mettre de côté. Donc alors, moi j'ai recensé toutes les façons dont disposait une association pour aller collecter de l'argent, pour aller trouver cet argent là où il est. J'ai appelé ça les branches de la recherche de fonds. Donc c'est comme si on imaginait que votre recherche de fonds, c'est un arbre avec des belles racines, un tronc, des branches, des fruits, des feuilles. Voilà. Donc si on imagine toutes les façons qu'il y a d'aller collecter de l'argent, j'ai tout regroupé, j'ai tout créé des catégories, j'ai tout mis ensemble ce qui correspondait à la même chose. À votre avis, combien de catégories ça m'a donné? Combien il y a de façons d'aller chercher de l'argent pour une association? Vous en avez cité quelques-uns. Vous avez cité les subventions, vous avez cité les appels à projets, vous avez cité les partenaires entreprises. Vous voyez, vous avez commencé à en citer deux, trois, quatre. À votre avis, en tout, il y en a combien? Toutes les façons. Regroupez tout par catégorie. Ça fait combien de catégories? 5. Cinq, c'est plus. À votre avis, il y en a combien? 8, C'est plus. 10, C'est plus. Si vous vous souvenez du juste prix, si vous êtes... 12, c'est plus. 20. En approche. C'est plus encore, mais c'est presque ça. Allez. C'est 25. Il y a 25 façons d'aller chercher de l'argent pour une association. Moi-même, avant de faire ce travail-là avec Assopreneur, alors que ça fait 10 ans que je dirigeais des assos, je ne savais pas qu'il y avait 25 façons. Parce qu'en fait, personne n'est jamais formé à la recherche de fonds. C'est normal qu'on n'ait pas le temps de faire ça. Moi, je suis allée chercher ça parce que je faisais Assopreneur et que je créais des contenus, des formations pour aider. Mais je ne le savais pas. Donc, il y a 25 façons d'aller chercher de l'argent, vous voyez? Donc, en fait, ça veut dire que l'argent, il y est quelque part, il y est. Simplement, on n'a pas été formé à aller le chercher. Donc, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui pendant les 2 heures. Donc, je vous propose, c'est qu'on va commencer par regarder le mix le plus représentatif, celui qui est celui que quasiment tout le monde va chercher. Je vous invite, on va aller regarder ça et parler de ça. Et ensuite, je vous montrerai les 25 façons. Donc, si vous avez des questions, il ne faudra surtout pas hésiter à les poser, OK? Ok. Donc, on va d'abord commencer par le mix le plus représentatif. Alors, on va revenir un peu sur le modèle économique de l'intérêt général. Dans notre modèle économique d'intérêt général, notre modèle, il est très simple. On a droit d'avoir 25% max de notre total de recettes en vente commerciale. Et donc, on doit aller chercher 75% minimum de notre recherche de fonds dans la philanthropie et ou subventionnement public. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez déjà vu ou peut-être pas, ou pas encore, ça, Emmanuel? Le modèle économique global de l'intérêt général? Est-ce que ça a déjà été vu ou pas? Non, pas vraiment, à vrai dire. On n'est pas rentré dans ce niveau de détail-là. Hmm. Après, je pense que toutes les assos qui sont ici présentes font partie de l'intérêt général, donc on n'a pas poussé Ok, davantage. ça marche. Donc, Attends, moi j'ai une question, je crois. Il me semblait qu'être intérêt général, c'est comme les grandes associations pour la lutte contre le cancer. Enfin, c'est pas du tout le modèle à nous. si, si. Non, En c'est fait, pas comme- je vais vous répondre, Gaëlle, là-dessus, si c'est OK. En fait, les associations, donc loi 1901 en France, elles viennent toutes du même, elles viennent toutes de la même loi 1901, sauf si on est dans le territoire Alsace-Moselle où on a de droit local. Mais hors territoire Alsace-Moselle, on a toutes et tous la même loi 1901 pour notre association. Et en fait, les associations, elles ont deux chemins possibles. Soit elles respectent les conditions de l'intérêt général, soit elles ne peuvent pas respecter les conditions et dans ce cas, on est fiscalisé. En France, il y a 92% des associations qui respectent les conditions de l'intérêt général. Donc c'est Ah, quasiment presque toutes les assos. Et vous, c'est j'ai pareil. confondu avec utilité publique. Alors voilà, utilité publique, ce sera la deuxième marche. Quand on respecte les conditions de l'intérêt général, parfois on arrive à obtenir l'utilité publique, mais c'est très très rare. Et vous l'avez dit, c'est pour les très grosses assos, c'est souvent pas accessible à l'assopreneuriat. C'est très très rare, donc oui, effectivement, c'est autre chose. Mais là, on va parler de l'intérêt général que vous respectez dans a priori toutes et qu'on est très très nombreux à respecter en France. Donc dans l'intérêt général, on a le droit de faire 25% max de nos recettes, de notre collecte d'argent, on a le droit de le faire en vente commerciale. Et donc, on doit faire minimum 75% minimum de collecte de fonds dans la philanthropie
et ou subventionnement public. Donc voilà comment je vais à chaque fois vous parler de ça comme ça. Ça rentre dans les grandes commerciales, ça rentre dans la philanthropie. Pour que vous sachiez à chaque fois, il faut que vous suiviez votre pourcentage de recettes commerciales par an pour ne pas dépasser 25% en moyenne par an. Mais 25% du chiffre d'affaires? En fait, dans une asso, vous n'avez pas de chiffre d'affaires parce Ah que, oui. en fait, puisqu'on est dans l'intérêt général, on n'est pas concerné par ces termes qui viennent de l'économie lucrative classique. C'est pour ça que moi, je vais parler d'une collecte de fonds. Et donc, imaginons que votre collecte de fonds, elle soit à 100, elle soit à 100%. Sur les 100%, il y en a 25% qui ont le droit de venir de la vente commerciale. Donc, votre asso a le droit de faire de la vente commerciale Ah, mais du à coup, hauteur maximum de 25% du total de vos recettes, de votre argent. la vente commerciale, c'est compris comme de la collecte de fonds, quoi. Oui, voilà. Dans notre Hmm. modèle économique, en fait, c'est le modèle économique de l'intérêt général Ouais, qui ok. nous permet de financer nos assos. Ce modèle économique, il se divise par avec un petit carré à 25% de vente commerciale et un gros carré à 75% de recherche de fonds en philanthropie et subventionnement public. Et donc, souvent, quand on est une asso, on n'est pas au courant des 25% de vente commerciale qu'on a le droit de faire. Et donc, c'est une façon d'aller chercher de l'argent par de la vente de produits ou de services dits commerciaux, c'est-à-dire D'accord. avec un prix de vente commercial. Ça veut dire que on va en parler juste après, hein, mais ça veut dire que quand on est dans des ventes de produits ou services, souvent en face de nous, on n'a pas des bénéficiaires solidaires. Ça va pas être les mêmes personnes. On va mettre en place des actions solidaires auprès de nos bénéficiaires solidaires. Et puis, on va pouvoir développer des actions commerciales pour des clients qui peuvent payer le prix commercial. Et souvent, c'est pas du tout les mêmes personnes. Voilà. Et Oui, mais du coup, alors, si, ouais, allez-y. et du coup, si on dépasse les 25%, on devient. On explose. Non, je plaisante. Mais c'est une bonne question, Valentin. C'est qu'en fait, il faut respecter les 25% en moyenne sur 3 ans. Donc, si jamais Ah. tu dépasses, genre, tu es à 30-35%, Hmm. eh ben, tu sais que l'année suivante, on fait attention à redescendre à 20%, voire 15%, pour que, en moyenne, en cas de contrôle Ok. fiscal, parce qu'en fait, c'est tout simplement, c'est toujours en cas de contrôle fiscal, hein, l'administration fiscale, en cas de contrôle, elle va pas regarder une seule année, elle va regarder 3 ans. Donc, si votre asso est naissante, bon, bah, il faut faire attention tout de suite, mais si vous avez votre asso à plusieurs années, alors, voilà, vous pouvez rééquilibrer l'année suivante si vous avez un petit peu dépassé. C'est la D'accord. souplesse, et c'est pour ça que c'est intéressant. Et du Ça veut coup, dire que si on dépasse, qu'est-ce qu'on devient? Enfin, si on est à 35 sur 3 ans, par exemple. Alors voilà, si les ventes commerciales fonctionnent très très bien et qu'en plus vous vous rendez compte que vous avez l'âme d'un commercial ou que vous arrivez bien à vendre les prestations de votre asso, donc si ça dépasse les 25% et que vous n'arrivez plus du tout à rééquilibrer, alors dans ce cas-là, il faut fiscaliser uniquement l'activité commerciale. Hmm. Donc la première étape, c'est de dire, OK, c'est trop, ça marche super bien, je fiscalise cette activité. Donc il faut prendre un expert comptable là, et vous pouvez pas le faire avec les logiciels du marché type Yapla, Yasoconnect. Là, il faut à ce moment-là prendre un être humain, un expert comptable qui va vous faire ça parce que c'est un peu complexe. Donc Ok. vous pouvez vous pouvez continuer à faire de la vente commerciale en fiscalisant cette activité. Mais par contre, il faut quand même que cette activité, elle reste accessoire dans une recherche de fonds globale. Donc si jamais ça continue à augmenter au fil des années, vous n'allez pas pouvoir rester comme ça. Et donc, c'est pour ça que dans ce cas-là, si notre vente commerciale, elle augmente, elle augmente, elle augmente, elle cartonne, alors un jour, il faudra sortir la vente commerciale de l'asso. Et c'est là où une association devient un modèle hybride, où une asso se met à créer une entreprise. Souvent, c'est une SASU qui lui appartient. Ah ouais. L'association est propriétaire de la SASU et vous sortez la vente commerciale. Vous la faites passer à votre SASU et l'asso garde les activités d'intérêt général. Et comme ça, on redescend sur les 25%. Et on Ok. peut donc en développer une autre activité. Et dans ce cas-là, le modèle hybride, hein, on fait super gaffe à ce qu'il n'y ait pas de cumul de patrimoine ni de cumul de dirigeants. Donc, il faut vraiment prendre un avocat et un expert comptable parce que c'est complexe. Et c'est comme ça qu'on Ok. peut continuer les ventes commerciales. Alors, moi, j'ai des questions. La première, c'est que, du coup, si on va pas chercher des fonds, on peut pas faire d'activité commerciale. Alors, et tu peux pas, tu ne peux pas faire que de l'activité commerciale dans ton asso exactement, parce que dans ce cas-là, dans l'intérêt général, la vente commerciale est limitée à 25% max Oui, et alors, parce que, on peut pas dépasser. oui, non, mais parce que, un, c'est qu'est-ce qu'une vente commerciale pour toi? Et deux, si l'objectif de l'asso, c'est faire du bénévolat, donc en l'occurrence un jardin avec des gens qui viennent aider à planter, à être au jardin, est-ce que ça se valorise? Parce que c'est finalement de la contribution non monétaire et qu'à côté, on fait des petites animations avec une entrée payante sans aller chercher des subventions publiques. Est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas une association selon ce que tu définis? Alors, dans tous les cas, que vous fassiez ou pas les 25%, vous restez une association. Ça, c'est très important. Vous restez de toute façon une association. C'est pas parce que vous faites plus de ventes commerciales
que vous êtes plus une association. Vous restez une association. Mais ce dont on parle là, c'est pour respecter les conditions de l'intérêt général définies par le Code des impôts, hein. C'est tout ce que je dis. C'est Non, juste. mais Et les donc, contributions en nature, oui, et c'est pour pas te gris. répondre là-dessus, le bénévolat, oui. Le bénévolat compte énormément. Vous savez, dans votre plan comptable des assos, vous avez la classe numéro 8, qui est la classe qui est tout en bas de votre plan comptable, et vous devez transformer les heures de bénévolat en sous. Et on met ces heures-là, vous transformez ces heures de bénévolat en argent. Et vous mettez cet argent, l'équivalent argent du bénévolat, dans votre plan comptable, dans la classe 8. Donc oui, le bénévolat compte et te permet de gonfler la partie philanthropie, bien entendu. Ensuite, qu'est-ce que tu m'as demandé? Ta question était qu'est-ce que c'est pour toi un prix de vente commerciale? Une vente commerciale, en fait, une vente commerciale, c'est un produit ou un service qui va être proposé à un prix qui comprend une marge commerciale pour l'assaut et qui en plus couvre tous les frais de réalisation de l'action. C'est vraiment comme si vous étiez une entreprise. Les entreprises, elles font de la vente commerciale tout le temps. C'est leur modèle. Je vends un produit ou un service au bon prix, au bon client, au bon moment. Ça, c'est ce qui me permet d'être rentable. Eh bien, nous, on a le droit de faire ce type de vente à hauteur max, donc de 25% du total de nos ressources. Et ça veut dire que donc, on propose une action ou un service vendu à un prix dit commercial, qui permet de financer tous les coûts. Et en plus, il y a une petite marge commerciale pour nous, Asso. Je dis petite, vous Mais pouvez mettre une belle marge. si ça ne couvre que les coûts, c'est pas commercial. Non, ça n'est pas commercial tant qu'il n'y a pas cette marge en plus de couvrir tous les coûts. Et quand je dis couvrir tous les coûts, il faut couvrir aussi les heures de bénévolat mis en place par les bénévoles. Donc, vous voyez, souvent, en fait, vous pensez que vous mettez en place des actions commerciales et vous êtes inquiet parce que vous me dites, mince, je vends des ateliers, je vends du thé, je vends ci, je vends ça. Et quand moi, je fais votre calcul avec vous du prix commercial théorique, je me rends compte qu'en fait, ce que vous proposez, c'est pas un prix de vente commercial, c'est une contribution solidaire. Donc, il faut vraiment calculer tous les coûts, mettre bien de l'argent en face de tout, même des heures de bénévolat, pour pouvoir, plus votre marge commerciale, et là, ça vous fait votre prix de vente commercial. Et tant qu'on n'est pas à ça, on n'est pas à un prix de vente commercial. Claire, est-ce que tu pourrais nous envoyer un exemple justement de ce tableau dont tu parles avec les heures de bénévolat à noter, etc. Ça, c'est le modèle Assopreneur, en fait, c'est notre budget prévisionnel, ça. Ok, Il ok, faudrait qu'on ok. en reparle ensemble parce que je Ok, pas, je transmets pas un modèle de budget prévisionnel, tu sais, bien sûr. sans Bah, embarquer dessus parce qu'un fichier Excel comme ça, c'est. Mais ouais, en ouais, non, fait, non, je bien sûr. pourrais t'en reparler. En fait, ce que vous faites, c'est que vous faites un fichier Excel tout simple où vous mettez les heures de bénévolat, vous mettez les missions. Et en fait, ce que vous faites, c'est que vous mettez un taux horaire. Donc, il faut mettre un taux horaire selon la mission réalisée par le bénévole. Euh, la mission la plus basse, on va dire quand c'est du ramassage de déchets, vous savez, quand c'est non qualifié, c'est du 15 euros par heure, c'est à peu près le SMIC. Mais si vous êtes sur des missions de chef de projet, d'organisation d'événements, de recherche de fonds, de rendez-vous réseau très structurés, et là, on peut monter sur du cadre, du niveau cadre. Dans ce cas-là, on est plus à 30, 35, 40 euros de l'heure. Donc en fait, ce qui compte, c'est pas qui fait la mission, c'est quelle est la mission réalisée. Et en face, vous mettez nombre d'heures fois le taux horaire, et ça vous donne un total d'argent. Et cet argent, vous pouvez le mettre dans votre budget, dans la classe 8. On est d'accord que c'est pas du vrai argent, hein, ça sera une opération blanche comptablement. Vous allez mettre cet argent en charge et en recette. Ok, Et puis dans votre plan comptable, c'est la classe 8. C'est fait exprès. ok, merci. Voilà. Et puis comme ça, vous pouvez aussi calculer le total des heures de bénévolat. Ça vous fait un temps, ça vous fait un équivalent temps plein. Nous, sur ce petit fichier, on a aussi mis le calcul de l'équivalent temps plein. Et on se rend compte que parfois, tous nos bénévoles, ça fait un temps plein par an. Ça fait 2 temps pleins par an. C'est énorme, en fait, la force du bénévolat. Ça peut vous faire un chiffre clé en plus. Voilà. Merci. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, c'est important que vous sachiez tout ça. Alors, on va commencer par le mix des 75% minimum de recherche de fonds en philanthropie et subventionnement public que l'on a le droit d'aller chercher, qu'il faut aller chercher. Donc, moi, ce que je vous recommande, quand ça s'y prête, ça ne s'y prête pas pour tout le monde, donc ça dépend des bénéficiaires. Mais quand ça s'y prête, vous pouvez proposer à tout ce que vous faites pour vos bénéficiaires, c'est souvent gratuit. C'est un peu la base de tout quand même. Mais vous avez le droit de proposer une liberté et conscience à partir de 0 euros. C'est-à-dire, vous proposez un atelier, vous proposez du thé, vous proposez d'autres choses à vos bénéficiaires pour les accompagner et les aider dans leur vie. Eh bien, au lieu de dire c'est gratuit, point, vous pouvez dire c'est gratuit, mais si vous souhaitez nous aider à, à vous proposer ça, vous pouvez nous donner 1 euro, 2 euros, 3 euros. Ça s'appelle la contribution en liberté et conscience des bénéficiaires à partir de 0 euros. Pour que cette contribution reste bien dans la philanthropie, il faut qu'elle soit à partir de 0 euros.
Si vous dites, voilà mon thé, voilà mon atelier, voilà, et le minimum c'est 50 euros, non, ça marche pas. Il faut que ce soit à partir de 0 euros. Ça veut dire que dans ce cas-là, la personne peut mettre zéro et c'est OK. Ça fait partie de la philanthropie. Nous, on a fait ça dans Assopreneur. Tout notre accompagnement au sein d'Assopreneur, tout ce qu'on fait, c'est en liberté et conscience à partir de 0 euros. Eh bien, on ne savait pas du tout ce que ça allait donner. Eh bien, en fait, on se rend compte maintenant que ça représente 20% de notre budget. Grâce aux contributions comme ça, des 1 euro par-ci, 1 euro par-là, ça fait 20% du budget que j'ai pas besoin d'aller chercher dans la philanthropie. C'est donc beaucoup de temps gagné que je peux mettre à disposition des bénéficiaires. Donc, si ça s'y prête pour vous, allez-y. Ensuite, l'idéal, c'est de mettre en place une collecte de dons auprès des particuliers, c'est-à-dire votre communauté, les personnes, les êtres humains qui vous suivent, qui vous soutiennent, qui sont engagés plus ou moins loin ou qui simplement qui vous suivent sur les réseaux sociaux. C'est votre communauté. Et donc, je vous recommande de mettre en place une campagne de dons par an, au moins une par an, auprès de votre communauté. Alors, on sait que la plupart des associations organisent leur collecte entre novembre et début décembre. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a le Giving Tuesday qui est le premier mardi de décembre. Et ce Giving Tuesday, souvent, il concentre la majeure partie des collectes de dons des associations. Donc, c'est vous qui décidez. Soit vous allez sur ce format-là aussi et vous partez sur une collecte annuelle en novembre ou Giving Tuesday début décembre. Mais dans ce cas, on est en concurrence, façon de parler, avec toutes les autres assos qui font la même demande. Soit vous décidez de faire ça à un autre moment dans l'année et c'est vous qui décidez. Moi, j'ai pas de bonne ou mauvaise réponse là-dessus. On sait que les statistiques, c'est qu'il y a énormément de dons à l'approche de Noël, mais pas trop tard non plus. C'est-à-dire, après le Giving Tuesday, c'est trop tard. C'est trop proche de Noël. Donc, l'idéal, c'est quand même novembre, maximum Giving Tuesday, pour faire votre collecte de dons auprès des particuliers. Voilà. Donc, soit vous la faites vous-même en interne, votre campagne de dons, soit vous la faites en prenant un prestataire dont c'est le métier de faire ça et qui vous aide à aller chercher plus d'argent. Mais dans ce cas-là, il faudra lui reverser une partie de ce que vous allez collecter. Claire, est-ce que tu pourrais nous donner des exemples de prestataires qui font ça, s'il te plaît? Il y a un prestataire qui s'appelle Charidy. Charidy. En fait, c'est une technique américaine qu'ils ont importée en France. Et Charidy, ils vous organisent votre collecte de dons. C'est sur 3 jours seulement. C'est hyper cadré, c'est hyper préparé. Tout est préparé à l'avance avec une technique de trouver une entreprise marraine qui va doubler les dons pendant 2 jours ou 2 heures. Voilà. Et ils vous aident à mettre en place ça. Et ce qui est super chez Charity, et je les aime beaucoup, parce que vous n'avez pas d'argent à avancer. Si jamais la collecte fonctionne, ils vont prendre un pourcentage sur ce que vous allez collecter mm, et leur fees, en fait. Mais ils vont pas vous demander l'argent avant. Donc ça, c'est quand même intéressant pour nous. Asso, souvent, on n'a pas d'argent d'avance comme ça. C'est souvent compliqué de payer, de financer des collectes de fonds. Donc là, Charity, c'est assez intéressant. Je continue. Le soutien financier des fondations et fonds de dotation, ça, je dis banco. J'en dis pas plus maintenant parce que j'ai prévu un gros point juste après pour aller creuser ces fondations et fonds de dotation. Donc, dans le mix le plus représenté, dans la partie philanthropie, et vous avez aussi tout ce qui est mécénat de compétences, mécénat en nature ou mécénat financier. Ce sont les 3 formes de mécénat. Mécénat en nature, mécénat de compétences, mécénat financier. Qui dit mécénat dit reçu fiscal, le fait de donner un reçu fiscal à votre donateur. Voilà. Donc mécénat et don, c'est un peu le même mot. On a des mots parfois différents dans la langue française pour dire la même chose. Mais souvent, quand on parle de mécénat, c'est qu'il y a un mécanisme de reçu fiscal qui est donné. Donc mécénat de compétences. Oui, Emmanuel. Ah, excuse-moi, juste pour le reçu fiscal, je pense que ça va venir assez vite en question. Comment tu procèdes, toi, au sein d'Assopreneur Tu veux dire par rapport à quoi, tu veux dire? pour bénéficier, enfin, pour pouvoir Le demander un droit? reçu fiscal, ouais. Ouais. Donc le droit d'émettre un reçu fiscal. En fait, c'est pour ça que je parlais de votre situation au regard de l'intérêt général. C'est parce que vous respectez les conditions de l'intérêt général que vous avez le droit d'émettre un reçu fiscal pour vos donateurs. Et donc, comment est-ce qu'on peut être d'intérêt général? Il faut que vous réalisiez votre auto-évaluation au regard des critères définis par le Code des impôts. Donc, vous ne devez pas demander le rescrit fiscal. N'allez pas demander le rescrit fiscal, c'est très important, attention. Le rescrit fiscal, c'est la démarche où une association, la loi, en fait, je vais reprendre du début. La loi, c'est l'auto-évaluation au regard des critères. Donc, nous, par exemple, on fait ça dans Assopreneur, on fait votre auto-évaluation, on vous aide. Je suis sûre qu'Emmanuel vous aidera à le faire dans l'école vert aussi. Sinon, vous pouvez aller voir un avocat en droit des assos qui vous le fait aussi. Donc, vous faites votre auto-évaluation en bonne foi. Si vous respectez les critères et que c'est tout bon, vous pouvez être d'intérêt général. Dans ce cas, vous pouvez donner des reçus fiscaux. Si jamais vous n'arrivez pas à faire votre auto-évaluation, vous avez un doute,
Alors, dans ce cas-là, par exemple, avec Emmanuel, vous n'y arrivez pas, ou nous, chez Assopreneur, on n'y arrivait pas. Hop, dans ce cas-là, on fait appel à un avocat spécialisé en droit des assos qui fait votre auto-évaluation pour vous, avec vous. Imaginons que cet avocat n'y arrive pas à faire votre auto-évaluation. Alors, seulement dans ce cas-là, voyez, en dernier recours, alors dans ce cas-là, je vais faire toc-toc aux impôts pour dire coucou les impôts, je n'arrive pas à m'auto-évaluer, mon incubateur n'arrive pas à m'auto-évaluer, mon avocat n'arrive pas à m'auto-évaluer. Vous, les impôts, je vous demande de m'auto-évaluer. C'est ça la démarche de rescrit fiscal. Vous voyez comment vous arrivez face aux impôts coupables, là, vous le voyez ici, là, sur votre front? Parce que c'est ça la réalité. La demande d'un rescrit fiscal, c'est en dernier recours quand on n'arrive pas à nous auto-évaluer. Et donc, dans ces cas-là, c'est l'administration fiscale, qui n'est pas prévue pour évaluer les 1 500 000 associations, hein, ils n'ont pas le temps de faire ça. C'est l'administration qui va vous demander de compléter un CERFA, un formulaire automatique, un formulaire administratif, et qui va donc regarder votre situation au regard de ce quelques formulaires. Et donc, il y a une certaine façon de le faire, de compléter ce formulaire. Là aussi, il faut le faire faire par un avocat. C'est beaucoup trop dangereux. Ça pique. Voilà. Donc, si vous avez une phrase à retenir, c'est le rescrit fiscal, c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique. Et soyez droite dans vos bottes là-dessus. Si quelqu'un vous dit, t'as pas le droit de faire ça, va demander ton rescrit, vous dites non. Assopreneur m'a expliqué, c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique. La réponse est non. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes dans la philanthropie qui ne sont pas formées, qui ne savent pas et qui envoient les associations au casse-pipe demander le rescrit fiscal auprès de l'administration fiscale. Et c'est une catastrophe. Donc, pour avoir le droit d'émettre un reçu fiscal, le cadeau fiscal, vous devez faire votre auto-évaluation au regard des conditions définies par le code des impôts. Et c'est tout. Merci, Dès que c'est bon, c'est bon. C'est parti. merci Claire. Merci, Emmanuel. C'est tellement important de faire ce rappel. Donc, le mécénat de compétences, ça veut dire que quelqu'un va faire des choses pour vous dans sa compétence pendant son temps de travail. Souvent, le mécénat de compétences, on va plutôt aller chercher du bénévolat de compétences. C'est-à-dire qu'il n'y a pas toujours le reçu fiscal derrière pour l'entreprise, parce que toutes les entreprises n'ont pas le droit de faire du mécénat de compétences. Donc, pareil, attention, si vous êtes avec une entreprise, faites attention aussi à bien vérifier qu'elle ait bien le droit de faire du mécénat de compétences. Sinon, elle vous fera du bénévolat de compétences et c'est très bien. En nature, vous savez ce que c'est le don en nature? Ou mécénat en nature? Oui, on donne des biens, quoi. On donne du papier, des tables, enfin Voilà, on vous donne des des choses. choses, Ouais. on vous donne des produits matériels, et ça, c'est le don en nature. Et le financier, c'est quand on vous donne de l'argent. Voilà. Donc, ensuite, vous avez le droit d'organiser 6 événements par an pendant lesquels vous avez le droit de faire autant de ventes commerciales que vous voulez, et ça ne va pas aller gonfler vos 25% max. Ça va être exonéré des 25% max. C'est parce que l'administration fiscale considère que nous, associations, on a besoin de vendre des choses pour collecter de l'argent. Donc, 6 fois par an, on a le droit de faire 6 événements par an où on a le droit d'aller vendre autant de choses qu'on veut et ça va pas gonfler les 25% max de vente commerciale. Ça, c'est hyper important ce moment-là, ça. Qu'est-ce que ça peut être, à votre avis, un événement où on va faire de la vente commerciale? J'ai mis quelques exemples. Festival, loterie, tombola. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, à votre avis? La collecte? Alors, la collecte, oui. En fait, la collecte part de la vente commerciale. Ah oui, Là, le ouais. principe, c'est que pendant ces événements, on va collecter de l'argent en vendant des choses. Voilà. Par Ok. exemple, une braderie. Les braderies, pourquoi pas une journée porte ouverte où vous faites plein de ventes. Le festival, un concert, une loterie, une tombola, ça en fait partie. Un loto, ça en fait partie. Dès que c'est un événement, donc il y a une date de début, une date de fin, alors vous pouvez faire autant de ventes commerciales que vous voulez. 6 fois par an, ça marche. Ça ne va pas gonfler vos 25% max. C'est hyper important, en fait, ça. Ne serait-ce que la Ok. billetterie de l'événement, vendre un ticket à l'événement. Paf. Et Ok. les événements, on peut, dans ce cadre-là, par exemple, imaginer 2 jours de festival sur une thématique donnée et faire Mhm. ça 6 fois par an. Voilà, par exemple. Oui. Ok. Alors, faut pas, alors, il y a pas, l'administration fiscale ne dit pas combien de temps max a le droit de durer votre événement. Elle ne le dit pas. Mais il faut pas abuser. Parce qu'un jour, on m'a dit, j'ai un événement qui dure 365 jours. Est-ce que c'est OK? Non, c'est pas OK. Donc, j'ai pas la date. Si vous me dites que c'est un mois, il faudra le justifier en cas de contrôle. Mais plusieurs jours, une semaine, oui, ça se fait sans problème. Ok. 6 fois par an. Et c'est 6 fois par an, max. Voilà. Donc, si vous avez une boutique commerciale, si vous avez une boutique dans laquelle vous vendez des produits
des produits à l'effigie de votre asso. Eh bien, on pourrait imaginer que pendant vos événements, 6 fois par an, mettez à fond en avant votre boutique commerciale. Toutes les ventes qui se feront pendant cet événement ne seront pas dans les 25% max. C'est un peu exonéré. Voilà. Claire, excuse-moi, du coup, dans ce cadre-là, toutes les ventes sont assujetties à la TVA? Comment ça se Non. passe? À partir du Non. moment où vous respectez l'intérêt général, vous n'êtes pas assujetti aux impôts commerciaux. Donc, vous D'accord, n'êtes pas assujetti à la TVA, vous n'êtes pas d'accord, assujetti à l'impôt sur les sociétés ni à la CFE. d'accord. Voilà. Qui dit intérêt général dit exonération totale des impôts commerciaux. Merci. Donc, on continue. Vous avez ces 6 événements par an. Et c'est très rare qu'une association aille jusqu'aux 6. Souvent, parce que ça demande quand même beaucoup d'énergie, beaucoup de temps de faire des événements. Donc, souvent, ça suffit les 6 événements par an pour être exonéré. C'est quand même super bien. Ensuite, dans les 75% de recherche de fonds, peut-être que vous aurez de la chance d'avoir une ou deux subventions. Vous voyez, je l'ai mis en dernier parce qu'en fait, c'est très très rare. Il y a quasiment 90% des assos en France ont zéro public. Donc, si vous n'arrivez pas à trouver d'argent public, c'est pas de votre faute. C'est pas que vous faites quelque chose de mal, vous faites certainement les choses très bien, puis vous êtes accompagné par l'école verte, mais c'est simplement qu'il y a très peu d'argent public et de moins en moins. Moi, ça fait 20 ans que je dirige les assos. Je vous assure que ce que j'avais accès comme fonds public il y a 20 ans et maintenant, c'est du simple au 100 000. Ça n'a rien à voir. Donc, les subventions, faut jamais baser un modèle économique dessus parce que ça marche pas. Il y en a de moins en moins et si vous en avez aujourd'hui, vous en aurez peut-être pas demain. Voilà l'importance de cette formation d'aujourd'hui, c'est comment on va chercher l'argent ailleurs. Je continue, je vous m'arrêtez si vous souhaitez, hein. Donc, on vient de voir le mix le plus représenté pour les 75% de philanthropie. Maintenant, on va voir le mix le plus représenté pour les maximum 25% de ventes commerciales. OK? Donc là, quand je parle bien ici là d'une prestation de service ou d'un produit vendu à un client à un prix commercial, qui est prêt à payer le prix commercial. Souvent, en face, donc, ce sont pas vos bénéficiaires que vous allez avoir en face de vous à ce moment-là. Souvent, c'est pas ce sera un client. Donc, ce qui fonctionne très bien, c'est d'aller chercher du sponsoring d'entreprise. Je vais aussi faire un focus après sur les entreprises, donc j'en dirai un petit peu plus après. Ensuite, bien sûr, faire de la vente de produits ou de services. Ça, c'est, par exemple, la vente de produits, ça pourrait être une boutique avec des casquettes, des t-shirts, des gourdes isothermes, plein de produits aux couleurs de votre asso. Ou de vendre la production de votre asso. Quand vous faites du thé, quand vous faites des produits, si vous produisez des choses, voilà, vous pouvez les vendre au bon prix, au vrai prix commercial. Vous pouvez aussi faire des événements où vous allez vendre des billets, faire des concerts où vous allez vendre des billets. Voilà. Si jamais vous organisez plus que 6 fois par an, alors à partir du 7e événement, ça rentrera dans vos 25% max. Hein. Donc vous vous souvenez, on a 6 fois où c'est exonéré, mais à partir du 7e événement, là, la billetterie, tout ce qui se fera en vente commerciale sera dans les 25% max. Le crowdfunding. Le crowdfunding, vous voyez ce que c'est. Souvent, on est quand même plutôt bien formé. Il y a beaucoup de formations en ligne là-dessus, sur les clouds. Les sites de crowdfunding vous forment aussi. C'est quand même vraiment bien pourvu comme offre. Donc, le crowdfunding, quand vous proposez quelque chose, quand vous proposez une contrepartie à quelqu'un, eh bien, donc, c'est de la vente commerciale. Et donc, généralement, le crowdfunding, ça rentre dans la vente commerciale, mais ça peut faire partie des 6 exonérations, des 6 fois par an. Un crowdfunding, c'est un événement. Donc, ça peut rentrer dans les 6 fois par an. Donc, dans un crowdfunding, quand vous mettez une contrepartie, c'est pas intérêt général, mais parfois, souvent, la première case, c'est je donne de l'argent sans contrepartie. Donc, quand vous faites un crowdfunding, si on vous donne de l'argent sans demander de contrepartie, là, à ce moment-là, c'est comme un don. Vous pourrez donner un reçu fiscal à votre donateur. Mais à partir du moment où les personnes achètent les contreparties, là, il n'y a plus de dons possibles. Plus de reçu fiscal possible. Oui, Pimprenel? Moi, je me pose la question pour les cafés associatifs. Du coup, les personnes sont vues comme des clients et du coup, c'est plutôt une vente commerciale ou bien comme des bénéficiaires. Du coup, ça va dans les 75%. C'est plus vente commerciale, non? Ouais, alors effectivement, dans les cafés, ça dépend aussi à quel prix, ça va dépendre à quel prix vous mettez En fait, ce qui fait qu'une action, elle est solidaire ou commerciale, c'est pas la nature de l'action, c'est le prix de vente souvent et à qui il est proposé. Donc, votre café pourrait être une façon d'aller chercher de l'argent en vendant avec une petite marge commerciale chaque élément, chaque café, voilà, dans ce cas-là, c'est pas solidaire. Ou alors, vous pourriez décider que votre café, il est solidaire
Et dans ce cas-là, le café, il est à 50 centimes au lieu de 1,20 € ou il est à 30 centimes. En fait, ça va dépendre du montant, du positionnement prix et qui a le droit de bénéficier de ce prix. Est-ce que c'est réservé à certains publics? Est-ce que, dits fragiles, qui sont vos bénéficiaires, ou est-ce qu'au contraire, le café est accessible à tout le monde? Ça va dépendre. Et souvent, dans les cafés associatifs, on est un petit peu obligé de faire adhérer tous les consommateurs, parce que sinon, vous avez la licence à passer, et c'est quand même très compliqué et très cher. Donc, pour pouvoir proposer de l'alcool sans la licence, vous êtes obligé de le faire que pour vos bénéficiaires. Donc, souvent, dans les cafés associatifs, voilà, on oblige l'adhésion, Ouais, ouais, c'est ce qu'on fait, nous. voilà, pour que ce soit pour vos bénéficiaires. OK. Je continue. Donc là, on a vu le mix le plus représenté pour la vente commerciale. Avant d'aller plus loin, est-ce qu'il y a des choses que vous ne faites pas déjà dans ce qu'on vient de voir là, dans la partie vente commerciale ou dans la partie philanthropie? Est-ce qu'il y a des choses que vous ne pratiquez pas déjà? Qu'est-ce qui serait nouveau éventuellement pour vous là, dans tout ça? Loterie, tombola, j'ai jamais fait, hein. Mhm. OK. Loterie Tombola, il y a des nouvelles entreprises qui sont mises sur ce marché, Valentin, notamment par exemple Go Tombola, qui veulent remettre de la modernité sur ces actions qui marchent super bien. Et donc, ça te permet d'avoir un outil digital hyper attirant pour les personnes plus jeunes aussi, et pour attirer aussi un autre public. Et tu peux mettre en place ta loterie ou ta tombola à la fois en présentiel avec des papiers comme avant, mais aussi à la fois en digital pour un public autre. Et tu peux aller collecter plus d'argent. Ok. Ça marche très très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait partager ce que vous ne faites pas déjà dans tout ce que j'ai dit là? Est-ce qu'il y a des nouveautés pour vous? Bah, nous, au sein du réseau Colvert, on aimerait beaucoup créer un festival. Mhm. Voilà, c'est quelque chose sur lequel bon, on aura l'occasion d'en reparler, Claire, mais j'aimerais bien réfléchir à ça et comment monter ce type d'événement, avec qui, quel type de partenaire. Voilà. Trop bien. C'est génial. Un festival, c'est une très bonne façon d'aller chercher du sponsoring d'entreprise, en plus de la billetterie éventuelle. Mais et c'est une très bonne aussi un très bon endroit pour faire une super boutique commerciale et plein de ventes. Merci. Et pour vous, Pimprenel, Jeanne, Gaëlle, qu'est-ce que vous ne faites pas déjà dans ce que j'ai listé? Moi, pareil, loterie tombola, je crois qu'on n'a jamais trop fait. Mhm, C'est la compétence, on est en train de travailler justement pour en avoir plus. mhm. Crowdfunding, je crois qu'il me semble qu'on en avait lancé un au moment de l'installation. Et après, sinon, festival, on organise celui des 48 heures de l'agriculture urbaine. Donc, c'est pas un festival à nous, mais c'est l'occasion de faire des portes ouvertes et d'avoir une rentrée d'argent à Mhm. ce moment-là un peu plus importante. Top, Voilà. génial. Bah, moi, en fait, c'est tout récent, donc tout ce que tu Hmm. évoques, là, c'est un peu beaucoup d'informations et enfin, moi, je n'ai pas vu les aspects déjà financiers ou autres. Donc, voilà. Je pars de très loin, donc tu Ok. donnes beaucoup d'informations, mais voilà. Après, il y a plein de choses que je comprends, que j'ai pu monter ou dans Mhm. d'autres cas, mais Ok. Et ben dans ce cas-là, t'hésiteras pas à retourner voir le diaporama, à retourner voir, en rediscuter avec Emmanuel pour quand tu montreras ton modèle économique, tu choisiras les éléments, comment tu veux aller chercher l'argent. En fait, c'est vraiment ça, c'est que là aujourd'hui, je vais vous montrer tout ce qui existe. Et après, derrière, on constitue son mix. C'est un peu comme un bouquet. C'est pour ça que je vous ai montré le mix le plus représenté, parce que vous pouvez commencer par faire ça, en fait, avant d'aller ailleurs, sur d'autres. C'est ce qui marche le mieux pour les assos et qui est aussi réalisable humainement par rapport à le temps qu'on a aussi et les compétences ou les qualités qu'on a. Voilà. Ok. Donc là, on a vu le mix le plus représenté. Donc maintenant, je vais vous parler de toutes les autres façons d'aller chercher l'argent. Je vais aller assez vite parce que sinon ça va être un petit peu ennuyeux parce qu'il y a quand même 25 façons. Donc je vais vous donner deux, trois éléments sur chaque façon d'aller chercher l'argent. Si vous avez des questions, j'irai dans le détail, sinon je passerai. Donc n'hésite Ok. pas, Emmanuel aussi, si toi tu as des questions, parce que derrière, c'est toi qui vas accompagner tout le monde là-dessus. Donc n'hésite pas. Donc alors, le don monétaire, là on est sur les dons. Le don monétaire, le micro-don monétaire. Donc les dons monétaires, généralement tout le monde connaît, hein, c'est qu'on nous donne de l'argent. Voilà. Et nous derrière, si on respecte l'intérêt général, on peut donner un reçu fiscal. Ce qu'on connaît moins, c'est le micro-don monétaire. Je veux dire un tout petit mot là-dessus. Est-ce que le micro-don, vous avez déjà entendu cette notion-là? Le micro. Non.
Non. Non, non. Le microdon, c'est le fait d'aller chercher les centimes auprès des consommateurs, par exemple. En tant que consommatrice ou consommateur, vous avez forcément eu à la caisse la proposition d'arrondir votre panier à l'euro supérieur et donc vous allez et de donner des centimes d'euros à une asso. C'est le microdon. Ça se fait sur les achats dans les boutiques et ça se fait sur le salaire aussi. Microdon sur salaire. Donc le microdon, il est très compliqué à mettre en place, il coûte très cher. C'est souvent réservé aux très grosses assos parce qu'elles peuvent payer la mise en place chez le commerçant. Et souvent, ça se met en place chez des grandes chaînes de magasins très connues. Donc on pourrait se dire, tiens, c'est pas pour moi. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est de mettre en place une sorte de microdon auprès de votre territoire. Donc, ça ne sera pas un vrai microdon avec l'agence du microdon, parce que ça coûte 15 000 euros, mais ce sera une autre façon de faire. C'est que ce qui peut être intéressant, c'est que si jamais vous avez des commerçants dans votre entourage ou dans votre territoire, vraiment au plus proche de là où votre asso agit, eh bien, c'est d'aller faire connaissance avec ces commerçants. Et si vous sentez qu'il y a une envie du commerçant de vous aider à collecter de l'argent, dans ce cas-là, vous pourriez aller mettre en place un microdon avec lui. Alors, on le ferait. L'idée, ce serait qu'il propose à chaque personne de donner 1 euro en plus sur son ticket, sur son achat. Là, dans ces cas-là, on fait avec 1 euro en plus pour que ce soit facile après d'aller trouver. Et lui, en fait, il a juste à cocher sur ses tickets de caisse, il a juste à cocher le 1 euro en plus. Et après, il peut isoler dans sa comptabilité ce 1 euro et vous reverser l'argent sans que ça vienne gonfler son chiffre d'affaires et donc sans que ça vienne gonfler son impôt. Vous voyez? Donc ça, c'est l'idéal d'aller chercher de l'argent auprès d'un commerçant qui vous apprécie. Si jamais c'est quelqu'un de votre famille, alors franchement, faut foncer. Si c'est quelqu'un de votre réseau, faut vraiment y aller. Un restaurant, une librairie, ça peut être aussi un centre commercial. Enfin, voilà. Là, on peut aller mettre en place ce micro-don avec le partenaire. Le don en nature, on en a parlé, hein, c'est le fait qu'on nous donne des produits et qu'on nous fait pas payer les produits et on nous les donne. Ça marche super bien. La cotisation d'adhésion, c'est une façon d'aller chercher un tout petit peu d'argent, mais souvent les cotisations d'adhésion, c'est max 5% de notre budget. C'est souvent des cotisations qui sont très basses parce on veut que les personnes puissent adhérer et soutenir la cause. Donc souvent, c'est pas là où on va chercher beaucoup d'argent. Le sponsoring privé auprès d'entreprises, je fais une petite pause, je dirai après, je développerai ça après. Le bénévolat, on en a parlé tout de suite, hein, le bénévolat, c'est de l'argent. Donc ça marche super bien et c'est fantastique. Le tombola et l'auto, on en a parlé. Je vous recommande d'aller regarder les nouveaux outils qui existent, les nouvelles entreprises qui proposent ça pour donner un gros coup de jeune au loto et au tombola. Le crowdfunding, on en a parlé. Les ventes commerciales aussi, on en a parlé, puisque ça fait partie des 25% qu'on a le droit de faire. Donc pour les ventes commerciales, moi ce que je voudrais, un tout petit mot là-dessus, c'est que on est toutes et tous experts de notre niche d'impact. Vous êtes experts toutes et tous de votre niche d'impact auprès d'un certain public de bénéficiaires. Pour ma part, moi, notre expertise c'est un entrepreneur, c'est entreprendre dans l'intérêt général. Voilà, ça c'est notre niche d'impact. Et donc, ce que vous faites pour vos bénéficiaires, vous le faites souvent gratuitement ou pour 1 euro symbolique. Ça c'est OK, on l'a vu. Et donc, ce que je vous propose, c'est de vous dire qui serait prêt à payer le vrai prix pour ce que vous faites pour vos bénéficiaires. Il y a forcément quelqu'un, quelque part, qui aimerait avoir ce que vous faites pour vos bénéficiaires, qui voudrait l'avoir que pour elle ou que pour lui, et qui serait prêt à payer le prix fort pour ça. Il y a forcément quelqu'un ou quelqu'une, quelque part, qui sera un client pour vous, et non pas un bénéficiaire. Par exemple, nous, Assopreneurs, notre expertise, c'est entreprendre dans l'intérêt général. Donc, on propose un programme d'accompagnement, on propose du mentoring, on propose du coaching, on propose de la formation. Et on propose des modèles aussi. Comme par exemple le modèle de budget prévisionnel, le modèle pour transformer les heures de bénévolat en sous. Tout ça, aujourd'hui, on le propose gracieusement pour nos bénéficiaires. Mais je pourrais très bien décider que mon modèle, je le mets en vente en ligne à 60 euros. Mon budget prévisionnel, c'est des heures et des heures et des heures de travail, c'est 20 ans d'expérience dans la direction d'assaut. Mon modèle de budget prévisionnel, il vaut de l'or. Tous les autres modèles que je crée dans Entrepreneur, ils valent de l'or. C'est de l'expertise. Ben, je pourrais très bien décider que ça, je le mets en ligne dans une boutique et les gens qui sont dans des assos, qui veulent pas venir dans mon programme solidaire, qui veulent pas être avec les autres, qui veulent juste mon modèle et c'est tout, ben, peut-être qu'ils seraient d'accord de l'acheter 50 euros ou 100 euros. Vous voyez? Donc là, je dis un petit peu n'importe quoi, mais c'est pour tout ce que vous faites pour vos bénéficiaires, vous pouvez transformer ça en action commerciale qui sera vendue à quelqu'un qui est prêt à payer. Je suis persuadée qu'il y a toujours quelqu'un qui est prêt à acheter quelque chose. Donc le mieux pour que vous gagniez du temps, parce que vous avez très peu de temps, le mieux c'est de transformer une action solidaire en action commerciale.
Comme ça, vous n'avez pas besoin de réinventer la poudre. Vous n'avez pas besoin de recommencer tout. Parce que vous n'êtes pas là. Une asso, elle n'est pas là pour vendre des produits et des services. Non, elle est là pour avoir des actions solidaires avec des bénéficiaires. Et donc, pour gagner du temps et faire des économies d'échelle, on transforme une action solidaire en action commerciale. Et c'est là où on va gagner le plus de temps et donc gagner le plus d'argent sur cette expertise. Et aussi parce que souvent, on n'a pas envie d'être commercial de son... On n'est pas là pour être commercial, on est là pour être chercheur d'or dans la philanthropie. C'est ça, en fait, une association. Donc voilà ce que je vous propose. Donc nous, de plus en plus, nos formations, on les monétise. Là, c'est pas le cas ensemble avec Emmanuel, on est là en philanthropie, mais j'ai d'autres assos, des grosses fédérations, par exemple, m'achètent mon temps et mes formations pour former leurs propres associations. Et elles payent le prix fort. Et là, je peux vous dire, j'ai mis un prix commercial. Voilà. Donc on trouve forcément un moment quelqu'un qui Bleu, va acheter notre expertise. bleu. Hop, je continue, vous n'hésitez pas à m'arrêter. Les fondations et fonds de dotation, je ferai un focus juste après parce que c'est là où il y a le plus d'argent à aller chercher. Donc j'en parlerai juste après. Le mécénat financier, le mécénat de compétences, le mécénat en nature, les trois formes de mécénat, je pense que c'est OK pour vous, on en a parlé. Les collectivités territoriales, les territoires, l'État. Voilà, là c'est l'aspect subventionnement public. Donc avec les collectivités, je vous recommande de commencer par aller chercher de l'argent auprès de la commune la plus proche de vous, votre mairie. Et si vous êtes dans une grande ville, d'aller à l'arrondissement de votre mairie. Et ensuite de remonter au regroupement de communes. Donc la commune d'abord, puis le regroupement de communes, puis vous allez au département, puis vous allez à la région. Vous faites toujours du plus proche au moins proche de votre territoire, comme ça. Et ensuite, si jamais vous avez une action nationale, alors vous pouvez aller voir l'État et les ministères. Mais pour ça, il faut vraiment avoir une grosse action nationale, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc n'y allez pas si c'est pas si vous intervenez sur un territoire, un micro-territoire, n'y allez pas. Euh, Là où il peut y avoir de l'argent, en revanche, c'est ce qu'on appelle les organismes publics et parapublics. Est-ce que vous connaissez ce terme? Non. Organismes parapublics. Eh bien, en fait, les organismes parapublics, c'est par exemple dans l'énergie, ça va être l'ADEME, l'Agence pour le développement de la maîtrise de l'énergie. Ça va être dans la santé, ça va être l'ARS, l'Agence régionale de santé. Sinon, ça peut être la CAF, les caisses d'assurance, les caisses d'assurance familiale, France Travail, l'APEC, tout ce qui est par rapport à l'emploi. Tout ça, ce sont des acteurs dits parapublics. Ce sont en fait les organismes publics, États-régions, qui souvent se sont mis à créer une association qu'ils ont financée à 100% pour réaliser leur programme d'action. Voilà. Et donc, tous ces acteurs-là, il y a de l'argent à aller chercher auprès d'eux, et souvent, c'est beaucoup plus souple que les acteurs publics purs. Voilà. Donc, faut pas hésiter à aller identifier sur votre champ de cause quels sont les organismes parapublics qui sont dans votre champ de cause. Qui intervient dans votre champ de cause? Qui organise officiellement l'impact sur votre champ de cause? Voilà. Et là, il y a de l'argent. Ensuite, si vous intervenez à un niveau européen, bien sûr, vous pouvez aller voir la Commission européenne et où tous les fonds européens, il y a plein d'argent. C'est juste super compliqué, super long et vous allez faire la banque pendant 2 ans avant de toucher l'argent, mais vous allez toucher des dizaines de milliers d'euros, voire plus. Par contre, c'est très compliqué et c'est très regardé, très vérifié. Et enfin, si vous travaillez avec le reste du monde, dans ce cas-là, effectivement, il y a de l'argent à aller chercher au niveau France Développement, Agence française de développement, au niveau des ambassades dans les différents pays où vous intervenez. Je ne sais pas si ça concerne quelqu'un ici, mais voilà, il y a d'autres. L'argent est codifié selon votre niveau le territoire d'impact que vous avez. En France, en Europe, à l'étranger, etc. Donc là, vous pouvez aller chercher de l'argent à ce moment-là. Ensuite, les prêts. On pense souvent pas aux prêts pour notre asso, parce que qui dit prêt dit remboursement. Donc souvent, c'est pas là où nous, on veut de l'argent qu'on puisse ne pas rembourser. Mais en vrai, si vous voulez un jour créer votre emploi, là, il faut vraiment penser à faire un prêt. Parce que le prêt, c'est, en fait, on achète du temps, on achète de la trésorerie, hein, du fonds de roulement pour avoir le temps d'aller chercher l'argent ailleurs. Donc, France Active est la structure la plus efficace et la plus représentée sur tous les territoires. France Active donne entre 10 et 20 000 euros par emploi créé pour vous aider à créer. Donc, il faudra rembourser hein, dans les 2 ans, mais ils sont très souples, très sympas. Ce n'est pas une dette personnelle, l'association. Donc, personne n'ira, si vous ne pouvez pas, si votre asso ne peut pas rembourser, personne n'ira chercher votre maison ou votre voiture. Hein, c'est pas comme pour les entrepreneurs indépendants.
Donc, vous avez des prêts, vous pouvez aller chercher des prêts solidaires donc à 0 euros, à 0%, pardon, auprès de France Active. Vous pouvez aussi aller chercher de l'argent citoyen auprès des cigales. C'est 3 à 5 000 euros les cigales, donc c'est des montants beaucoup plus bas, mais ça peut vous aider à sortir la tête de l'eau pendant quelques temps. Il y a aussi des prêts participatifs, voilà, il y a d'autres façons d'aller. Il y a aussi les titres associatifs. Bon, c'est souvent pas là où on va en premier, mais sachez que si vous créez un emploi, il faudra vraiment y aller. Les offres des entreprises, à chaque fois que vous voulez acheter quelque chose à une entreprise, demandez-vous, pop-up, est-ce qu'il y a une offre gratuite pour moi asso ou moins chère? Beaucoup d'entreprises donnent leurs produits moins chers ou gratuits pour les assos. Par exemple, pour Canva, tout ce qui est digital, souvent il y a une offre associative. Microsoft 365, gratuit pour les assos. Google Workspace, qui normalement est payant, est gratuit pour les assos. Les Google AdWords à 10 000 $, gratuit pour les assos. Bon, perdez pas votre temps, c'est nul. Je suis désolée, c'est super difficile à mettre en place. Euh, et, et on est souvent très déçus du temps et de l'investissement qu'on doit avoir pour aller chercher ces 10 000 € d'AdWords et le résultat qu'on a derrière. Voilà. Mais par contre, tout ce qui est aussi LinkedIn, par exemple, professionnel, est moi, 75% moins cher pour les assos. Si vous utilisez Trello ou Notion, il y a des offres moins chères pour les assos. Canva Pro est gratuit pour les assos. Voilà. Essayez d'aller voir à chaque fois s'il n'y a pas une offre spéciale pour vous et où demandez-la. Oui, Alors, Emmanuel? excuse-moi, j'ai une petite requête interne. On recherche des ordinateurs en ce moment pour l'assaut. Est-ce que tu connais des groupes ou des structures qui donnent, enfin, ou en tout cas, tu as déjà entendu, genre, je sais pas, Dell ou des grosses boîtes genre Microsoft ou je sais rien qui filent leur matos? Comment ça se passe? Alors, c'est pas si facile que ça, malheureusement, et nous aussi, on en recherche. Donc, le jour où je trouve le pagnon, je te le fais passer. Mais Dell, par exemple, ils ont une offre associative spéciale, mais où ça nous fait genre 20 ou 30% de réduction. Nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut pas payer moins 20-30%. On n'a pas de sous pour un PC, qui est à 1 000 € souvent. Donc, en fait, Ouais. souvent, il va falloir aller voir les entreprises de reconditionnement de PC. Ça, c'est la meilleure chose. Mais attention, ils ont tendance à vous refiler un peu les poubelles. Donc, nous, on a un message, on refuse qu'on nous donne les poubelles de l'informatique. Nous, on veut des vrais beaux PC performants, parce que quand on entreprend dans l'intérêt général, on a besoin d'un matériel aussi performant que pour aller détruire la planète avec la lucrativité. Mm. Non, j'ai pas trouvé Enfin, t'as pas de plan. j'ai pas de super piste pour ça, mais dès que je trouve, je ferai passer à tout le monde parce qu'on a tous besoin d'un téléphone, d'un PC, d'une tablette, et souvent on n'a pas ça. Ok, ouais, En c'est bien. revanche, pour tout ce qui est en nature autre que ça, il y a l'entreprise Donne et il y a Muto. Pour les matériaux de construction ou grands matériaux, il y a Muto et sinon il y a Donne, D-O-N-E, qui donne plein de choses. Et vous avez parfois les collectivités territoriales qui donnent leurs anciens matériels. Alors pareil, ça va être des PC qui ont 5 à 10 ans, des imprimantes qui ont 5 à 10 ans. Bon, voilà. Nous, ce qu'on veut, des vrais beaux PC tout neufs, gratuits, enfin offerts, j'ai pas encore trouvé. À part y aller, aller voir les entreprises de reconditionnement et de négocier avec elles. Pas de- L'autofinancement, c'est le fait que vous allez chercher, vous utilisez l'argent de votre asso pour financer des choses, hein. Ça, on fait beaucoup d'autofinancement. Le sponsoring, je reviendrai dessus après parce que je vais en parler avec le petit point sur les entreprises. L'apport avec droit de reprise. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. L'apport avec droit de reprise, ça concerne très peu d'assos, mais si jamais on vous propose ça, il faut que vous sachiez ce que c'est. C'est que, en fait, quand on fait un don à une asso, il est souvent sans droit de reprise. C'est un don, on donne quelque chose et l'asso d'intérêt général nous donne un reçu fiscal. Mais parfois, il y a des personnes qui donnent beaucoup d'argent à une asso en disant c'est un don avec droit de reprise. Et parfois, on donne des immeubles, de l'immobilier à une asso en disant je vous donne tel bâtiment, mais avec un droit de reprise. Donc, en fait, le droit de reprise, ça veut dire que vous n'allez pas donner de reçu fiscal à la personne, puisque si elle reprend, il faudra qu'elle rembourse l'avantage fiscal. Mais ça veut dire que peut-être qu'un jour, la personne va reprendre l'argent. Donc, c'est un cadeau un petit peu, on est un petit peu gêné parce qu'on ne sait pas trop, il faut mettre des provisions de côté au cas où ils nous redemandent de l'argent. Mais en général, les personnes donatrices ne demandent jamais le retour du bien immobilier ou de l'argent. Donc ça vaut quand même vachement le coup. Voilà. Donc si on vous dit apport avec droit de reprise, vous dites oui, mais vous allez faire ça avec un avocat parce que pour que les conditions de reprise soient très claires. Voilà. Donation et legs, là encore, souvent c'est pas très connu, mais on peut avoir des donations, on peut recevoir des legs quand on est une asso. Euh, il faut simplement passer par euh, un acte notarié.
Donc là, si jamais vous voulez aller sur les donations et legs, d'abord vérifiez avec un avocat que vous avez bien le droit d'en recevoir parce que y a certaines assos qui n'ont pas le droit, d'autres qui ont le droit, ça dépend de votre champ de cause, de plein de choses. Et ensuite, une fois que vous avez l'accord de votre avocat, comme quoi vous pouvez bénéficier de donations ou de legs, eh bien, il faut en fait trouver des notaires partenaires. Et les personnes qui diront au notaire, bah, je voudrais léguer, j'ai pas d'enfant, je voudrais léguer à une asso, bah, les notaires en fait donnent aux assos qu'ils connaissent. Voilà. Donc en fait, derrière, c'est toute une relation de grands donateurs avec des études notariales. C'est souvent pas là où on va en premier. C'est pour ça que je vous ai pas mis ça dans le mix le plus représenté. C'est pas ce que j'ai mis. Voilà toutes les façons. Là, on a vu toutes les façons d'aller chercher de l'argent ou de ne pas payer. Est-ce que vous avez des questions? Quelles sont vos questions ou remarques avant que je continue? Est-ce que je vous ai perdu? Je sais que ça fait beaucoup d'infos. Oui. Ça fait beaucoup d'infos, effectivement, mais moi, je voulais bien qu'on. Mais tu vas préciser, j'imagine, après pour sponsoring. Oui, On va bien comprendre comment ça fonctionne. j'en parle juste après alors. Ouais, On se ouais. met une pause parce que j'y vais Sinon, dessus. Ouais. ok, sinon pas de Moi, questions. Bien. quand on démarre une association, mais moi je mets beaucoup d'argent personnel. On peut quand même le récupérer parce que est-ce que ça fait partie des dons? Enfin, comment on fait ça? Enfin, Alors, si tu quand mets, on... Ouais. si tu mets beaucoup d'argent, tu peux faire un don avec droit de reprise à ton asso si tu le veux. Mais donc, ça veut dire qu'il faut que tu fasses ça avec un avocat parce que c'est vraiment complexe. Et peut-être qu'un jour, si ton asso collecte beaucoup d'argent, elle pourra te rembourser. Tu peux faire un apport avec droit de reprise si tu veux. Mais en général, l'argent que l'on met dans notre asso, souvent c'est de l'argent donné et il n'est jamais retrouvé. Parce que le principe du don, bah, c'est qu'on ne le retrouve jamais derrière. On a fait pareil avec Assopreneur et Chloé. Nous aussi, on a mis tout notre argent dans notre asso et on ne le retrouvera jamais. Donc, je dirais que la seule possibilité, c'est de faire un don avec un apport avec droit de reprise et que tu définisses les conditions de la reprise. Ça veut dire ce qui va pas être évident, c'est de définir les conditions de qu'est-ce qui va justifier que tu vas demander à ton asso de te rembourser l'argent que tu lui as donné. Voilà, il faudra que tu définisses ça avec un avocat et dans ce cas-là, tu peux faire ça. Alors, d'autres choses aussi, tu évoques beaucoup à chaque fois un avocat. Enfin, quand on est une toute petite asso, comme moi, on n'est pas obligé nécessairement d'avoir un expert comptable pour faire ses déclarations, et encore moins avoir des budgets avocats. On peut faire tout ce que tu évoques là soi-même, en fait, ou Alors, il faut... tout ce que j'évoque, quasiment tout ce que j'évoque, oui, tu peux le faire sans un expert comptable, sans un avocat, parce qu'aujourd'hui, au niveau expertise comptable, tu as des logiciels qui existent, qui fonctionnent très bien, qui n'existaient pas il y a 20 ans. Les logiciels les plus connus, c'est Yapla et AssoConnect, qui sont des logiciels de comptabilité d'association et de gestion globale d'asso. Tu as aussi compta.com Association, qui fonctionne très bien, et tu as aussi PepSup. Donc, pour la comptabilité, tu peux prendre un logiciel de gestion globale ou tu peux aussi faire ça sur Excel, si tu préfères. Donc, tu peux le faire toi-même parce que les associations n'ont pas d'obligation de publier leurs comptes comme le font les entreprises. Donc, nous, c'est plus simple. Mais moi, ce que je vous recommande, c'est d'avoir une très bonne gestion comptable et d'avoir une très bonne visibilité sur votre budget prévisionnel parce que sinon, on avance à vue et on ne sait pas où on va. Mais tout ça, tu pourras le mettre en place progressivement et tu pourras, en avançant, tu sauras au fur et à mesure des années quel est ton budget prévisionnel. En revanche, pour l'avocat ou pour l'acte notarié, quand il faut un avocat, on n'a pas le choix. Et quand il faut une étude notariale, là, on n'a pas le choix. On ne peut pas faire nous-mêmes non plus. Tout ce qui est apport avec droit de reprise, on ne fait pas ça sans un avocat. Et tout ce qui est étude notariale, donation et legs, on ne peut pas faire ça sans un notaire. Donc, souvent, oui, on peut faire sans, mais dans certains cas, on n'a pas le choix. Après, les avocats, Gaël, les avocats, c'est souvent une profession qui offre beaucoup ses services gracieusement aux associations. J'ai une adhérente, par exemple, Clara, elle a créé Ambulance des rêves. Elle réalise les rêves des adultes en fin de vie. Et donc, elle a fait une demande sur LinkedIn. Elle a dit, voilà ce qu'on veut faire. On a besoin d'avocats parce qu'il y a des conventions à faire entre les hôpitaux, les ambulances et les gens. Donc, c'est énormément codifié. Ils n'avaient pas d'argent pour ça. Et ils ont dit, est-ce qu'il y a un cabinet d'avocats qui accepterait de nous aider bénévolement? Eh bien, depuis le jour one, le premier jour de son assaut, il y a un cabinet d'avocats qui a dit, Banco, nous, on vous aide. Et ils font tout bénévolement pour eux. Oui, Donc, j'allais dire aussi au sein d'Assopreneur, pour ceux qui voudront aller voir un peu plus oui, la structure, vous avez des conseillers, vous avez un oui, avocat tous les lundis, il me semble, ou je sais plus, il y a un rendez-vous oui, c'est ça. régulier avec un avocat. Donc ça, peut-être, Gaëlle, que c'est une piste aussi à Oui, réfléchir, de continuer des programmes d'accompagnement qui sont pas tout à fait le même format que l'incubateur, c'est un petit peu différent, mais au moins s'il y a des besoins ou des questionnements sur la structuration de
de ton entreprise, il y a des assos qui peuvent t'accompagner sur le long terme. Et c'est en don en conscience, quoi. Tu donnes à la hauteur de tes moyens ce que tu souhaites. Quand tu le souhaites, tu peux donner Tu donnes plusieurs fois. rien, parce que nous, on est en Tu donnes gratuité. rien. Voilà, tu fais comme tu veux. Donc ça aussi, ça peut être une idée. Si tu as besoin vraiment d'être accompagné sur au-delà de l'incubateur, nous, évidemment, qu'on restera en contact, mais il y a aussi la possibilité d'être accompagné par des structures qui le font à grande échelle, on va dire, qui sont Oui, et souvent, là. ces structures-là, on a souvent nos permanences d'avocats et d'experts comptables qui sont eux-mêmes bénévoles, hein. Donc nous, c'est tous les Voilà. mois, on a un expert comptable, tous les mois, on a un avocat. Et on a aussi un avocat en droit social et en droit des... Enfin, vraiment tous les types d'avocats. Mais sinon, tu peux trouver ça des fois à la CRES. La CRES aussi, parfois, fait venir des experts comptables dans des permanences. Tu peux trouver ces populations-là, enfin, ces professions-là, elles sont souvent très généreuses. Ok. Je continue. Est-ce qu'il y a une autre réaction aux questions? Je continue. C'est bon? Donc, on va faire le focus sur les fondations et fonds de dotation. Et après, on fait le focus sur le sponsoring d'entreprise. Donc, les fondations et fonds de dotation, je vous invite à être vraiment allez vraiment, vraiment regarder cette piste-là parce que je vous assure, c'est là où il y a le plus d'argent. J'ai marqué, on les aime, on les adore, on ne peut pas vivre sans les fondations et fonds de dotation, je vous assure. Donc, ça, ce sont les deux statuts juridiques de la philanthropie en France. Fondation, fonds de dotation. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Et ce sont deux organismes qui souvent respectent les conditions de l'intérêt général. Et elles sont soumises aux mêmes conditions que nous, les assos. À votre avis, il y a combien de fondations et fonds de dotation en France qui nous attend? Il y en a combien en France? Il y a 1 500 000 associations, d'ailleurs, je ne sais pas si vous saviez, en Bah, France. des milliers de fondations. Des milliers, oui. Et combien? C'est bien des milliers. Allez, je vous aide. On a peu de temps. Il y en a à peu près 6 000. Ah Il y a oui. 6 000 fondations et fonds de dotation. À peu près 2 500 fonds de dotation et 3 500 fondations. Et ce qui se crée le plus, ce sont les fonds de dotation. Je sais pas, j'ai pas le chiffre du nombre de fonds de dotation par jour qui se créent, mais c'est énorme. C'est un énorme essor. Donc, il y a de l'argent. Je dis pas que c'est facile, mais ça demande du temps, en fait, l'argent pour aller le chercher. Donc, à votre avis, comment fonctionnent les fondations et fonds de dotation pour donner de l'argent? Elles ont deux façons de faire. Et on va aller regarder ces deux façons de faire. Mais est-ce que vous déjà vous les connaissez, ces deux façons de faire? Des appels à Et la projets. projet ou... Pardon. Exactement. L'appel à projet ou l'autre façon, la façon mystère. En Est-ce que direct, quoi. Au voilà, fil de au l'eau. fil de l'eau. Ouais. Exactement, on appelle ça au fil de l'eau, en direct. Donc on va aller voir ces deux façons de faire. On va commencer par ce que vous avez cité en premier, qui est souvent ce que l'on connaît le plus, l'appel à projet, fondation ou fonds de dotation. Je suis pas en train de parler des appels à projets publics ou parapublics, hein. Je suis en train de parler des appels à projets de fondation et fonds de dotation. Et ce que je dis s'adresse à ces structures-là, fondation, fonds de dotation. Donc, les appels à projets, c'est souvent des critères de sélection mouse costaud, hyper compliqués, avec une liste longue jusqu'à la lune. Souvent, les frais d'action, c'est-à-dire les frais de fonctionnement, les salaires et tous les frais ne sont pas autorisés. Souvent, les dossiers à compléter sont imbuvables. Ils sont en ligne sur des vieux formulaires pourris qui ne permettent même pas de mettre un document Word. C'est une catastrophe. C'est de l'horreur. Souvent, il y a très peu d'argent monétaire à aller chercher. C'est souvent du mécénat de compétences, c'est-à-dire une agence de com qui va vous faire de la com, un cabinet conseil qui va vous aider dans votre stratégie. C'est souvent pas de l'argent. Et généralement, il y a entre 100 et 800 associations candidates, concurrentes, qui vont candidater comme vous. Et il va falloir au minimum 4 heures de temps pour faire un dossier. Ça, c'est si vous avez vraiment l'habitude. Mais si c'est la première fois que vous le faites ou que vous en êtes au début, vous allez mettre 15 heures par dossier. Et en plus, souvent, quand vous êtes si jamais vous êtes dans la shortlist, eh bien, on va vous finir en mode battle sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc ça, c'est l'appel à projet de fond. C'est quoi battle sur les réseaux sociaux? Comment? Qu'est-ce que tu entends par battle sur les réseaux sociaux? Eh bien, souvent, quand tu es dans la shortlist de ces appels à projets, pour être la finaliste, il faut que tu aies le plus de clics sur les réseaux sociaux. Ah Il oui. va y avoir une page de vote avec toutes les associations qui sont en shortlist. Souvent, il y en a une dizaine. Et donc, après, chacun doit y aller en mode faites voter votre réseau. Voilà. Ça se passe comme ça. Donc, vous m'avez vu, hein, bouh. Moi, je suis anti-appel à projet de fondation et fonds de dotation. Pour moi, c'est la grosse fumisterie de la philanthropie en France. Donc, si vous correspondez à 100% des critères, alors vous pouvez candidater, allez-y, faites-le. Mais si vous correspondez à 98% des critères, est-ce qu'on y va ou on n'y va pas?
Si on correspond à 98% des critères des appels à projets de fondation et fonds de dotation, on y va ou on n'y va pas? Moi, j'ai rien. Eh ben non, on n'y va pas. On y- Honnêtement, je trouve ça un peu dur de nous dire ça, parce qu'en fait, évidemment que le système est très complexe et que c'est une fumisterie de base d'aller vers ces appels à projets et qu'on est hyper nombreux et tout. Sauf que des petites assos comme les nôtres, qui n'avons pas de professionnels de la levée de fonds, typiquement, enfin, je pense à toutes les assos là autour de l'écran, euh, à part aller se tester justement sur des appels à projets comme cela, pour aussi faire connaître son projet et rentrer en contact avec les fondations, les entreprises, etc. C'est extrêmement difficile de savoir par quelle porte rentrer. Eh ben c'est ce que je vais, c'est vraiment tout l'objet de la formation d'aujourd'hui, c'est de vous sortir de ça et d'aller là où il y a le plus d'argent à aller chercher et où il y a le moins d'énergie à consommer pour rien. C'est pour ça que Ok. je vous propose ça. Je sais que ce que je dis, ça fait pas plaisir et c'est pas Non, souvent, non, c'est pas que on n'est pas là pour faire plaisir ou pas, c'est que en fait, du coup, ça vous chipote, enfin ça vous non, gratouille. mais Voilà, ça, enfin, ça gratouille un peu ce que je dis. je pense que c'est un peu, c'est un peu difficile à recevoir et surtout à mettre en place derrière, mettre en place un plan d'action qui irait à l'encontre de ces appels à projets-là. Moi, Et c'est, alors, je dis pas qu'il faut mettre un plan d'action, je dis pas qu'il faut aller à l'encontre de ça. Je dis juste passer votre chemin. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, je vous dis juste que si vous êtes à 99 ou 100% des critères, ok, vous y allez. Je l'ai dit ça. Si vous correspondez à 100% des critères, vous y allez. Mais si vous correspondez à 98% des critères, vous n'y allez pas. Parce que derrière, il y aura entre 100 et 800 assos qui seront à 100%. Et donc, vous allez perdre votre temps. Parce qu'en plus, derrière ces appels à projets, il n'y a pas d'être humain vraiment. C'est des formulaires. Il y a tellement de gens qui candidatent que vous n'avez pas le contact humain qui fait qu'on a le bénéfice réseau. C'est pour ça que je vous dis ça. Je vous dis ça vraiment avec un énorme retour d'expérience, je vous assure, à la fois du bien d'Assopreneur et des 650 associations qu'on accompagne depuis 5 ans. Je vous assure que ça vaut pas le coup parce qu'il y a une autre façon d'aller chercher l'argent. Et moi, ce que je vous dis, c'est que, en fait, on est toutes et tous ce qu'on appelle des petites assos. On est tout le monde pareil. 90% des assos en France ont zéro salarié. Donc, on est quasiment toujours toutes et tous dans le même bateau, des assos dites normales. Donc, c'est pour ça que je vous dis ça. C'est parce qu'on n'a pas de temps à perdre, on n'a pas d'énergie à perdre dans ces appels à projets. Donc, ce que je vous propose de faire, parce qu'en plus, derrière, il n'y a pas vraiment d'argent dans ces appels à projets. Il y a très peu d'argent en vrai. C'est pour ça que je vous dis de ne pas y aller. Et nous, ce dont on a besoin, c'est de l'argent sonnant et trébuchant que vous aurez le droit de mettre où vous voulez pour mettre en place vos actions. C'est ça qu'on a besoin d'avoir. Et donc, ce que je vous propose de faire, c'est d'aller chercher les fondations et fonds de dotation qui fonctionnent au fil de l'eau. C'est l'autre façon de fonctionner des fondations qui est très peu connue. Tout le monde connaît les appels à projets parce que justement, ils sont à grands coups de communication. Mais personne ne sait qu'il y a une autre façon de faire. Et c'est là où il faut aller. Donc, je vous invite à laisser tomber, sauf si vous correspondez à 100% des critères, encore une fois. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On cherche les fondations qui fonctionnent au fil de l'eau. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'appel à projet. Comment ça va se passer? Ça va être simplement du réseau. Il va falloir aller trouver la fondation et fondation. Et en fait, on va aller faire toc-toc, coucou toc-toc, la fondation, c'est moi. Tu fais ça, je fais ça, c'est la même chose. Est-ce qu'on pourrait se rencontrer, se connaître? Je vais vous expliquer exactement comment faire. En fait, ça va seulement être du réseau. Ça va être coucou toc toc. On est dans le même champ de cause, on travaille avec les mêmes bénéficiaires. Je pense qu'on pourrait avoir plein de choses à faire ensemble. Est-ce qu'on peut faire connaissance? Et en fait, de petit rendez-vous en petit rendez-vous avec quelqu'un de la fondation, on apprend à se connaître. Et si jamais la fondation pense qu'il y a une petite chance de nous soutenir financièrement, alors elle nous demandera de faire un petit dossier. Vous voyez la différence? Le petit dossier, déjà, il est beaucoup plus petit que dans les appels à projets. Il est tout à fait facile. C'est souvent un document Word ou c'est assez simple. Et en fait, c'est la fondation, l'équipe de la fondation salariée va vous aider à faire le dossier, ce qui n'est pas le cas de l'autre côté. Et en plus, si elle vous demande de faire le dossier, c'est qu'elle pense qu'il y a une bonne chance que vous ayez l'argent. Et ensuite, tous les trimestres, il y a un conseil d'administration où les salariés de la fondation présentent les dossiers des associations qu'elles ont reçues, que par du réseau, que par du toc-toc coucou. Et là, vous avez un taux de chance de succès qui était à 0,007% dans les appels à projets. Là, il passe à 40%. Parce que généralement, il y a une dizaine, quinzaine de dossiers et souvent, il y a plus de la moitié qui est pris en général. Donc, c'est quand même énorme la différence.
Dans ces cas-là, souvent, les frais de fonctionnement sont tous acceptés. Tout est validé. Vous faites ce que vous voulez de l'argent. Souvent, là, il y a des vrais argent. Il y a des dizaines de milliers d'euros qui sont donnés. Alors, de notre côté, il y avait 2, 3 000 et il y avait surtout beaucoup de mécénat de compétences. Et là, vous avez un dossier qui est beaucoup plus petit, qui donc peut se faire entre 2 et 4 heures de rédaction de dossier. Et il n'y a pas de battle de vote de réseaux sociaux. Il n'y a pas ça. Et si jamais ça passe pas, si jamais ça marchait pas, bah vous avez quand même fait du réseau, vous avez rencontré des gens et vous pouvez rebondir avec du réseau. En tout cas, vous n'avez pas perdu votre temps. Vous voyez la grosse différence? C'est pour ça que ce qu'il faut aller chercher, c'est ça. Vous n'avez pas le temps de perdre du temps avec des appels à projets, vous n'avez aucune chance. Il faut aller mettre notre temps là où il sera le plus efficace pour vous. Et c'est vraiment dans le fil de l'eau. Je continue? Donc là, je passe, c'était pour les fonds de notation. Donc, normalement, généralement, la question qu'on me pose quand j'ai dit ça, c'est OK, comment je les trouve, moi, ces fondations et fonds de dotation au fil de l'eau? Je fais quoi? Je vais où? Parce que les appels à projets, ils sont visibles, hein, pas de problème. Ils sont méga visibles, hein. Mais les autres, là, les fondations au fil de l'eau, elles sont pas visibles. Parce qu'elles ont, justement, elles communiquent pas. Elles veulent pas être surchargées de 800 dossiers. Elles veulent pas faire ça. Donc, comment on fait? Il faut aller chercher les fondations et fonds de dotation. Il faut vous mettre en mode détective. Donc, on met la loupe, on met la casquette, on se met en mode détective. Je vous donne des pistes. Vous pouvez aller chercher les fondations sur un annuaire officiel qui s'appelle l'annuaire du Centre français des fonds et fondations, CFF. Il est payant, attention, il coûte 70 euros. Nous, à Sopreneur, on a pris l'abonnement et on donne l'abonnement offert à nos membres. Je dis ça pour que peut-être l'école vert voudra prendre l'abonnement et donner l'accès. Et si vous me demandez, je ne fais pas ça et je ne l'ai jamais dit. Donc, vous avez un annuaire qui existe. Sinon, vous pouvez trouver aussi sur LinkedIn. Toutes les fondations et fonds de dotation ont une page entreprise sur LinkedIn. Vous pouvez aussi chercher au sein de votre réseau. Vous pouvez faire des recherches sur le web. Fondation, Mon champ de cause, France, bam. Vous pouvez aller regarder dans les médias spécialisés, par exemple Association Mode d'Emploi ou Care News, qui est un des très gros médias de l'engagement. Vous pouvez aussi faire votre recherche sur le journal officiel. Tout simplement, le journal officiel, puisque toute fondation et fonds de dotation doit se déclarer au journal officiel, comme une asso. Et vous avez des champs de cause aussi, et vous pouvez trier par territoire. Donc voilà, vous avez plusieurs façons de faire possibles, même sans débourser d'argent. On peut aller chercher. Et donc ce que vous faites, vous cherchez les fondations qui sont sur votre territoire, parce que souvent ça marche bien, et vous cherchez les fondations qui travaillent sur votre champ de cause. Fondations et fonds de dotation, elles n'ont pas le droit de subventionner toutes les assos, enfin de soutenir financièrement toutes les assos. Elles doivent soutenir celles qui sont dans un champ de cause qu'elles ont défini dans leur statut. Voilà pourquoi ça sert à rien d'aller demander à une fondation qui n'est pas sur votre champ de cause, vous allez perdre votre temps. Cherchez-les selon votre champ de cause, votre niche d'impact. Voilà. Le plus facile, c'est l'annuaire. Effectivement, il est payant, mais c'est le plus facile parce que vous avez des champs de cause qui apparaissent, clac, clac. Voilà. Et vous voyez ici, dans le journal officiel, je ne peux pas descendre ma souris, sinon ça me fait un machin. Mais vous voyez, je peux trier dans le journal officiel, je peux mettre fonds de dotation, fondation. Vous voyez, je peux choisir. Donc, On voit pas, Claire. ah, vous voyez pas quoi? On voit pas le journal officiel. Là, vous voyez pas mode détective activé? Non. Vous voyez quoi, en fait? Si, si, On moi voit je vois. pas. Bah si, Moi, je on voit vois. mode détective activé, mais on voit pas. Enfin, je sais pas si tu faisais dérouler Oui, quelque chose. un peu trop petit, quoi. Ah bah moi je vois pas. Ok, mais c'est pas grave. Ok. Bah, vous voyez pas mon écran que je partage? Si, 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 si. mais elle parlait du petit carré que tu as en bas à droite, qui est un Ah, peu trop petit pour qu'on le voit, en fait, c'est ça. ah oui. Ah bah alors, oui, Non, non. mais t'inquiète pas, c'est bon, c'est bon. Oui. Merci. C'est vrai que moi j'ai un double écran, alors je le vois en grand, mais en tout cas, allez sur le journal officiel, voilà, vous pourrez trouver. Donc, ça c'était pour les fondations et fonds de dotation. Pour les trouver, on fait comme ça. Il y a 50% d'entre elles, il y a 50% des fondations et fonds de dotation qui fonctionnent sans appel à projet. Il y a 50% qui fonctionnent avec appel à projet, mais donc ça veut dire qu'il y en a 50% qui fonctionnent sans appel à projet. Donc il y en a à peu près 3000. Donc, on peut y aller. Et c'est là qu'il faut aller, parce que vous allez passer du temps, mais vous allez derrière, il y a 15, 20 000 euros qui vont tomber. Voilà. Et dans tous les cas, ça fera du réseau. Je vais aller sur le focus sur les entreprises et ensuite, on Et verra sur comment contacter concrètement la personne. je peux poser une petite question? Oui. Quand tu vas voir
ces structures, est-ce que, par exemple, quand tu vas sur LinkedIn, tu vas voir quelqu'un en particulier? Est-ce que c'est la chargée de com? Est-ce que chargé de partenariat? Est-ce que c'est le directeur, président ou présidente, etc. Alors, vous allez là où vous pouvez. Si, le mieux, c'est la déléguée générale ou le délégué général. Sinon, ça peut être... le mieux, c'est de passer par l'équipe salariée. C'est le mieux. Donc, en gros, eux, il faut remonter l'information, c'est ça? Ouais, chef. En fait, c'est l'équipe salariée de la fondation qui est chargée d'auditer les demandes des assos entrantes et qui est chargée de voir si ça correspond ou pas et ensuite d'aller proposer un dossier si jamais elles sentent que ça va le faire. Ce sont les salariés qui font tout ce travail avec vous. Donc, il vaut mieux passer par les salariés, mais je vais vous donner la technique pour justement prendre contact. Je la donnerai juste après. Ah, d'accord, ok, autant pour moi. Ça Voilà, marche, ouais, je merci. vais vous donner exactement la technique et je vais vous donner un modèle de trame pour faire un premier contact. Et, Ok, et cette trame-là, vous pourrez l'utiliser dans un email, dans un formulaire de contact sur un site internet, dans un message sur LinkedIn. Vous pourrez utiliser ok, la même trame. ça marche, merci. Avec plaisir. Donc là, les entreprises. On va faire un petit focus entreprise. On l'a vu tout à l'heure, est-ce que vous vous souvenez des différents types de mécénat ou de dons? Il y en a trois. Don nature, Ouais. mécénat de compétences et Ouais. bénévolat en compétences. Voilà, ça c'est la même chose. Ouais. Mécénat de compétences Ah. et bénévolat de compétences, je veux dire, c'est compétences. Et Et donc, sponsoring? Financier. bah, le dernier, c'est financier en fait. Ah oui. Voilà. Donc le mécénat, le don, c'est soit de l'argent, soit du temps, de compétences, soit des choses. Voilà. Donc avec une entreprise déjà, on peut aller chercher ces trois types de dons. Mécénat en nature, mécénat en compétences, mécénat monétaire, des pépettes. Mais en vrai, aller trouver de l'argent monétaire auprès des entreprises, ça n'est pas facile. C'est souvent difficile. Ça passe par la direction de l'engagement d'une entreprise. C'est souvent très long. C'est pour ça que moi, ce que je vous propose, c'est de mettre le pied dans la porte dans une entreprise par un autre biais, qui est le biais du sponsoring d'entreprise. Et en fait, l'idéal, c'est de mettre le pied dans la porte par un sponsoring d'entreprise. Et ensuite, comme ça se passera bien, qu'ils vont vous apprécier, vous connaître, hop, après, on peut demander du mécénat directement. Mais souvent, on n'entre pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec une entreprise? Il y a plein de choses qu'on peut faire avec une entreprise quand on est une asso. Donc, on peut aller demander du mécénat de compétences, c'est-à-dire du don en nature ou en financier. Ça, on l'a vu. On peut aussi aller demander donc du mécénat avec oula mince, j'ai cliqué au mauvais endroit. Bon. On peut demander donc de l'argent, des choses en nature, on peut demander de l'aide en compétences, ça on l'a vu. Et on peut faire du sponsoring avec une entreprise. Alors, le sponsoring, en fait, c'est quand on propose des contreparties à une entreprise. On va demander à l'entreprise de nous donner 500, 1000, 1500, mais on lui propose des contreparties. Par exemple, votre logo sur notre site internet, votre logo sur nos plaquettes, nos flyers, votre logo sur les réseaux sociaux, une vidéo partenaire. Le mieux, c'est de faire du sponsoring pendant les événements. J'avais commencé un peu à le dire tout à l'heure. Dès que vous faites des événements, trouvez des sponsors entreprises pour votre événement parce que les entreprises, elles adorent les événements. Le sponsoring dans une entreprise, ça passe par la direction commerciale ou la direction marketing. Ce sont donc des gens qui sont très réactifs. Voilà. Donc, le sponsoring d'entreprise, l'idéal, c'est dans un événement. Et donc, vous allez chercher des entreprises et vous allez leur dire, moi, je te mets en avant pendant mon événement, je te mets en avant dans la com, pendant, après, avant. Et toi, tu vas me donner 500, 1000, 1500. C'est ça le sponsoring, c'est quand il y a des contreparties. Donc, ça veut dire, à votre avis, est-ce qu'il y a un reçu fiscal qu'on donne à l'entreprise ou pas? C'est écrit. Pas de reçu fiscal. Voilà, c'est écrit. Pas de reçu fiscal. Qui dit contrepartie dit pas de reçu fiscal. Donc, méfiez-vous parce que souvent, les entreprises, elles sont malines ou alors elles sont pas bien informées. Elles vont vous dire, coucou, toi, Asso, tu m'organises ma journée du personnel, tu me fais une animation pour ma journée du personnel, et je te donne 1500 et tu me donnes un reçu fiscal. Eh bien ça marche pas. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Donc dès qu'il dit contrepartie, dit pas de reçu fiscal. Voilà. Donc là, le sponsoring, l'idéal, c'est vous faites un événement, une journée porte ouverte, un concert, un festival, par exemple pour l'école vert un jour, une loterie, une tombola, ce que vous voulez, et vous faites sponsoriser l'événement par une entreprise. Voilà. Ça, c'est ce qui marche le mieux. Vous pouvez aussi faire de la vente de prestations de services avec une entreprise. Les entreprises sont de merveilleuses clientes pour vos prestations commerciales à 25% max.
Vous vous souvenez? Oui, Pimprenel? Du coup, désolée, j'ai peut-être coupé les 2 dernières minutes, donc tu as déjà dit, mais comment on trouve juste ces entreprises pour sponsoriser des événements? Est-ce que c'est des entreprises partenaires avec qui on a l'habitude de travailler? Est-ce que c'est des entreprises Ouais. Eh ben déjà... alors, je vais vous partager des techniques pour aller chercher les entreprises. Juste après, je vais vous proposer des filtres de recherche, parce qu'effectivement, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, vous pouvez faire de la vente de prestations de services avec les entreprises et vous pouvez faire de la vente commerciale, vendre des produits ou des services. Voilà. Donc, souvent, quand vous transformez votre action solidaire en action commerciale à vendre à des clients, bah souvent, le client, c'est souvent une entreprise. Pas que, mais souvent. Voilà. Moi, je voudrais savoir, j'ai une entreprise qui m'a contactée et après, ils ont toute leur politique RSE, donc elle m'approche aussi pour ça. Mhm. Donc, j'ai exprimé ce que je voulais et elle m'a proposé plutôt des plans. Et c'est quoi? Donc, vaut mieux qu'elle les achète et que ce soit un don en nature ou qu'elle me donne de l'argent pour que moi j'achète des plants. Et c'est du coup du sponsoring, enfin, c'est C'est quoi des plans? des plantes. Ah, des plantes, pardon. Ok. Mm. Alors, une entreprise, c'est une entreprise qui vend des plantes, hein, c'est ça? Non, 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 eux, ils font, c'est le pavillon d'Armenonville, donc c'est un gros traiteur à Paris. Et en fait, dans la collaboration, bah là, ils me donnent du marc de café pour mettre de l'engrais dans mon jardin. Mais bon, pour le moment, on le fait comme ça. Et l'idée, c'est que je leur vende des plantes, mais ça, je le ferai peut-être de façon commerciale. Et ils m'ont dit que leur service partenariat, mécénat, voudrait faire une action avec moi. Et ils m'ont dit, on pourrait, par exemple, planter des plantes dans votre jardin. Et donc, ils m'ont demandé de leur faire une proposition. Est-ce que c'est sous forme de don, c'est-à-dire qu'ils achètent des plantes et ils viennent les planter chez moi, ou est-ce qu'il vaut mieux qu'ils me donnent de l'argent et que je leur fasse un budget? Bon, Ah, c'est en un fait, exemple précis, mais je suis un peu, je sais pas trop comment leur répondre, par exemple. ouais. Ok. Donc, déjà, le mieux, c'est de faire un rendez-vous exploratoire avec la personne, la bonne personne au sein de l'entreprise pour que vous puissiez faire connaissance et vous puissiez échanger sur les envies, les attentes de l'entreprise et que tu puisses toi aussi partager tes besoins. Donc là, le mieux, En fait, c'est avec le DG directement, on s'est vu plein de fois, et il m'a dit, fais-moi une propale. Et en fait, bon, c'est peut-être trop ouais. précis comme question, mais du coup, je sais Non, pas mais, comment non, mais en fait, répondre Gaëlle, à... je pense que les Non. entreprises, elles sont très malines. Elles nous disent souvent, faites-moi une propale. Sauf que faire une propale, ça demande un temps de malade. Et ça demande des compétences commerciales que des fois, on n'a pas. Donc, c'est pour ça que moi, je pense que là, aujourd'hui, c'est trop tôt pour faire une propale. Tu feras la propale quand tu sauras exactement, quand vous vous serez exactement mis d'accord sur ce que vous avez envie de faire ensemble. Pour moi, là, c'est trop tôt. Il y a encore besoin de revoir ce DG pour en rediscuter. Parce que là, sinon, tu vas perdre ton temps à faire une propale commerciale qui va tomber dans l'eau. Et t'as pas le temps de faire ça. Donc, je pense qu'il faut rediscuter avec le DG. En plus, si tu le connais facilement et si tu le vois facilement, c'est super. Donc, en gros, soit il te donne des choses, soit il te donne de l'argent, et toi, tu lui donnes pas. Et en fait, en gros, c'est est-ce qu'il veut un reçu fiscal ou est-ce qu'il veut pas de reçu fiscal? La première question que tu dois lui poser, c'est ça. Est-ce que c'est du mécénat, c'est-à-dire pas de contrepartie et reçu fiscal, ou est-ce qu'il s'en fiche du reçu fiscal? Et dans ce cas, tu vas mettre en place une action avec lui où il va avoir des contreparties de visibilité. Mais la première question, c'est est-ce que t'as besoin d'un reçu fiscal ou pas? C'est ça, en fait, la première question. Parce que ce sera pas pareil, l'action derrière. Ok. C'est tellement français, ça, d'orienter l'action en fonction d'un reçu fiscal. Ça me semble lunaire, mais je vais creuser ça. En fait, Gaël, il faut absolument que tu creuses qu'est-ce qu'ils veulent eux. Est-ce que eux, ils ont besoin du reçu fiscal ou pas? Tu es obligé de leur demander parce que s'ils le veulent, t'as pas le droit de faire n'importe quoi avec eux derrière s'il y a un reçu fiscal. C'est ça le truc. Hmm. Et s'il veut Ok. pas de reçu fiscal, alors là, dans ce cas-là, vous allez mettre en place ce que tu veux. Soit ils te donnent de l'argent, soit ils t'aident à acheter des plantes, soit tu leur vends. Tu peux faire plein de choses avec eux. Claire, est-ce que pour aider Gaëlle, elle pourrait faire une proposition, mais avec deux versions, avec et sans reçu fiscal? De dire, bah, moi, je peux te proposer ça et ça et ça. Ça, c'est avec un reçu fiscal. Ça et ça et ça, c'est sans reçu fiscal. Et à toi de me dire. Bah oui, bien sûr. Peut-être c'est plus engageant, quoi. Tout à fait. Ok. Tout à fait. Voilà. Ouais. Enfin, c'est cette histoire de reçu fiscal, en fait, là, on parle de problèmes juridiques, en fait, enfin, et de problèmes fiscaux, finalement, Fiscal, et ouais. pas tellement de fonds, quoi, d'action. Bah Il veut oui. te donner des plans, c'est ça? C'est ça? Hein? Il veut Oui, te oui, donner des bah, plans. oui, 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 non, non, mais
c'est toujours ce biais français de rentrer par les choses sous la législation fiscale, Ouais, alors ouais. qu'on ne fait pas ça pour faire de la fiscalité, quoi. Non, mais si c'est juste un don de plan, c'est un don de plan, basta, tu vois. Mais si si votre collaboration doit se développer dans le temps, il y a des choses que tu pourras faire et des choses qui seront considérées comme un acte commercial, c'est tout. Ouais, en Mm, fait, c'est qu'on est tellement, enfin, les associations sont quand même tellement contrôlées qu'on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi avec les entreprises. Il faut vraiment qu'on fasse attention, en fait. mm. Parce qu'en fait, une association n'a pas le droit de faire un cadeau à une entreprise. Une association qui respecte les conditions de l'intérêt général n'a pas le droit de faire le moindre cadeau à une entreprise commerciale. Et en cas de contrôle fiscal, on serait redressé. Donc c'est pour ça qu'on doit faire attention à l'intention de l'entreprise au départ. Est-ce que ça... Alors, par exemple, là, elle me donne moi, je suis allée les voir pour qu'ils me donnent leur mare de café, qui fait de l'engrais pour mes plantes. Top. On n'a pas besoin de le formaliser. Non, mais non, ils te donnent leur marque et c'est terminé. Point. Ouais. Oui, bah les plans, c'est pareil, Gaël. Si lui Euh, te demande rien en contrepartie, prends les plans, c'est bon. Ben oui, oui, non, s'ils mais te donnent des on va plantes, faire, on va. L'idée, c'est que je lui propose quoi acheter, comment acheter, à quel prix, quelle taille. Enfin, là, il y a tout. Il y a... ben, en fait, alors, ok, On va se prévoir un temps demain avec Margot, elle te dira Oui, aussi. oui, voilà, je vais pas ça pourrir marche. la réunion, mais je découvre cette histoire de, enfin bon, voilà, qu'on peut pas travailler aussi librement, qu'il y a les aspects fiscaux à prendre en Pas compte. avec une entreprise, ouais, non. Ouais, faut Ok. faire attention. Donc voilà, donc je continue. Comment on trouve des entreprises partenaires? C'était la question de Pimprenel. Donc je vais vous proposer des filtres. Voilà les idées de filtres, parce qu'il y a effectivement énormément d'entreprises en France. Donc je vous invite d'abord à regarder quelles sont les entreprises qui sont dans votre réseau. Le vôtre, votre famille, vos amis, et le réseau de l'association. Voilà. Qui bosse dans une entreprise ou qui détient une entreprise dans votre réseau? Ça peut être la première façon d'aller essayer de faire des partenariats avec des entreprises. C'est ce qui marche le mieux, c'est le réseau, 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 réseau. Ensuite, sinon, vous pouvez aller voir les entreprises qui sont implantées sur votre territoire. Par exemple, dans votre ville ou dans votre quartier, ça dépend de votre territoire, si vous êtes dans une grande ville ou un petit territoire. Si vous êtes dans la ruralité, prenez une entreprise implantée au niveau de votre région. Même si elle est à 30-40 km, c'est pas grave. Donc voilà, donc vous pouvez aller chercher déjà ça, votre réseau ou le territoire. Ensuite, vous pouvez aller chercher des entreprises qui partagent vos grandes valeurs. Bon, là, c'est un petit peu, c'est difficile, c'est pas évident parce que faut vraiment être dans des grandes valeurs de genre les femmes, les animaux, le soutien contre le cancer, ou des choses comme ça. Mais si jamais vous connaissez une entreprise qui affiche vraiment vos valeurs, bah, contactez-la, hein. Contactez-la parce que vous allez accrocher. Sinon, vous pouvez aller chercher des entreprises qui interviennent dans votre champ de cause. Par exemple, pour Gaël, une entreprise qui serait une pépinière de plantes ou d'arbres, je pense que ça pourrait correspondre et qu'il pourrait y avoir un partenariat qui pourrait se mettre en place. Voilà. Pour une association qui travaille dans la santé, on pourrait imaginer d'aller voir des laboratoires de médicaments ou on pourrait aller voir pour une association qui aide, qui soutient les animaux, on pourrait aller voir des entreprises qui produisent de la nourriture pour animaux, par exemple. Voilà. Mais il y a un filtre qui marche le mieux pour aller faire du sponsoring. Donc, le filtre qui marche le mieux pour aller faire du sponsoring, c'est quelle, quelle entreprise voudrait vendre un produit ou un service à vos bénéficiaires. Et là, vous avez le méga plan pour trouver des entreprises sponsors. Quelle entreprise veut vendre quelque chose à mes bénéficiaires? Par exemple, avec Assopreneur. Nous, Assopreneur, on accompagne les entrepreneurs de l'intérêt général, c'est-à-dire des associations. C'est quasiment 100% de l'intérêt général en France, c'est l'associatif. Donc, qui a envie de vendre quelque chose aux associations? Quelle entreprise a envie de vendre quelque chose à mes bénéficiaires? C'est-à-dire les assos. Les experts comptables, ils veulent vendre une prestation. Les avocats, les logiciels de gestion d'associations, il y a Pla, AssoConnect, Compta.com, que j'ai cité tout à l'heure. Vous voyez, tous ces gens-là qui ont des choses à vendre aux associations. Eh bien, moi, je vais aller les voir pour dire, coucou, tes clients, ce sont mes bénéficiaires. Si tu me soutiens sur mon événement annuel, tu seras visible de tes clients. Et derrière, tu vas avoir des ventes. Et pour ça, je te demande 500 euros, 1000 euros, 1500 euros. Est-ce que ça te dit? Et bam, là, on a un partenariat. Claire, juste je rebondis parce qu'il y a beaucoup de bénéficiaires. Après, c'est vraiment une question peut-être stupide, hein, je sais pas. Mais nous, on s'adresse beaucoup à des habitants dans des quartiers prioritaires des villes, par exemple. Mhm. Donc, je sais pas, là, en y réfléchissant 2 secondes, je vois pas enfin,
qui cherchent à leur vendre quoi que ce soit. Et ben c'est ça qu'il faut trouver. En fait, c'est ça la clé. Il y a forcément quelqu'un qui a quelque chose à vendre. Par exemple, dans les quartiers prioritaires, on sait qu'il y a beaucoup d'argent des collectivités territoriales là-dessus. On sait que c'est là où il y a un petit peu d'argent public. Vous pourriez aller voir les structures, les entreprises qui candidatent au marché public, par exemple, ou qui ont des prestations de services aux collectivités. Hmm. Après, sinon, vous pouvez aller là où ça marche le mieux, ce sont les banques, assurances, mutuelles. Tout le monde a besoin d'une banque, tout le monde a besoin d'une assurance, beaucoup de gens ont une mutuelle, pas tout le monde, mais beaucoup. Donc, banque, Hmm. assurance, déjà, même dans les quartiers prioritaires, c'est pareil, il y a des banques et des assurances. Ok. Après, vous pouvez aller voir les grandes surfaces, là où les gens achètent à manger. Les Hmm. Action, les Lidl, les Carrefour, les Auchan. Ok. Merci. Souvent, ce qui est grande consommation, ça marche bien. Je dis pas à chaque fois, je dis pas que c'est facile, mais dès que vous avez trouvé l'angle d'accroche, tac, ça cartonne. Je vous ai mis aussi d'autres listes. Oui. Et du coup, justement, pour ce type d'enseigne un peu grande surface, est-ce qu'on va directement dans le magasin? Est-ce qu'on appelle? Euh, c'est quoi la meilleure technique? Eh bien, on va le voir juste après parce que c'est pareil que ce soit pour une entreprise ou une fondation. En fait, vous pouvez aller pour pour un magasin, pour un commerçant, le mieux c'est d'aller dans le magasin, Ok. d'aller voir à l'accueil. Et le texte que je vais vous proposer, vous pouvez vous le faire à l'oral aussi, la trame que je vais vous proposer. Et puis comme ça, des fois, il y a le ou la DG qui est là et donc on peut voir tout de suite la personne. Donc quand c'est pour des commerçants, c'est mieux d'aller sur place pour essayer de voir quelqu'un. Sinon, la personne vous dira, bah, elle n'est pas là aujourd'hui, elle sera là demain. Faut revenir demain. Si jamais c'est pas un commerçant, mais que c'est qu'une entreprise industrielle ou une entreprise de service, dans ce cas, il vaut mieux appeler le standard ou chercher quelqu'un sur LinkedIn, chercher la bonne personne ou envoyer un message sur le formulaire de contact. Voilà. On essaie de trouver n'importe quel angle et on envoie notre message. Et c'est le même message à l'oral ou à l'écrit. Vous allez voir. Donc, je vous donne des idées de filtres aussi. Vous pouvez aller chercher des entreprises qui sont dites à mission. Ce sont des entreprises qui ont ajouté une mission sociale ou environnementale dans leur statut de société. Normalement, elles sont censées être plus attentives aux demandes des associations. Vous pouvez aller voir les entreprises qui sont agrémentées ESUS, E-S-U-S. Je ne sais pas si vous connaissez, mais l'agrément ESUS, c'est ce qui permet à des entreprises commerciales de rentrer dans l'ESS. Donc, normalement, elles sont aussi censées être attentives aux assos. Vous pouvez aller voir les entreprises labellisées genre Great Place to Work, B Corp ou tout autre label d'entreprise. Là encore, on s'attend à ce que ce soit une entreprise un peu plus vertueuse, donc un peu plus attentive à vos besoins. Voilà. Et les entreprises qui rentrent dans l'ESS automatiquement, ce sont les sociétés coopératives et les mutuelles qui relèvent du code de la mutualité publique. Vous pouvez aussi aller les voir. On va terminer, il nous reste 10 minutes, c'est parfait, sur une fois qu'on a identifié l'entreprise, une fois qu'on a identifié la fondation, que ce soit quelqu'un ou la personne morale, comment je crée le premier contact. Vous êtes prête et prêts? Donc, Oui. ce que je vous propose, c'est d'utiliser la technique que j'ai appelée la technique de la petite phalange. La petite phalange. En fait, c'est que, imaginez que tous, là, toutes, ensemble, on est sur un ponton, là, ici. On est au milieu d'un lac un peu gelé, il fait pas bien chaud chaud. On est tous sur ce ponton-là, et moi, d'un coup, sans prévenir, je saute dans l'eau. Et je vous dis, Valentin, Emmanuel, Pimprenel, sautez avec moi dans l'eau. Rejoignez-moi, elle est pas si froide. Est-ce que vous sautez? Ça dépend, il y a du pognon. C'est un lac gelé. C'est un lac gelé. Est-ce que vous Non, sautez avec moi? Je viens de sauter sans vous prévenir. Bah non. non. Bon, ça me rassure parce que quelqu'un un jour m'a dit oui, Bah, moi, moi, je serais j'ai capable de halluciné. sauter, même si on se connaît pas, Claire. Ah, mais j'adore. Il y a toujours quelqu'un qui est trop Mais fort. oui, Bravo, Anna. Donc, Anna saute avec moi et à toutes les deux dans l'eau, on vous dit rejoignez-nous, elle n'est pas si glacée. Donc, a priori, vous dites non et vous sautez pas. Et limite, même, vous reculez en disant elle est un peu folle ou enfin, je ne veux pas, surtout pas qu'elle m'attrape dans l'eau. Ça, c'est pousser quelqu'un dans le lac gelé, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Moi, ce que je vous recommande, c'est on est sur le ponton tous ensemble avec Anna aussi. Et toutes les deux avec Anna, on se penche, on met genoux à terre et on met la petite phalange dans l'eau en disant ah, elle n'est pas si froide. Regarde. Est-ce que vous mettez genoux à terre et mettez la petite phalange dans l'eau pour voir si elle n'est pas si froide? Bah oui. bah oui, Voilà. toujours. C'est tout simple. Et bien en fait, cette technique de la petite phalange, elle change tout et c'est ce qu'il faut adopter comme pour le premier contact. Donc, quand on ne connaît pas une fondation ou une entreprise et qu'on lui envoie un email
qui fait 10 pages avec notre rapport d'activité, avec le lien vers une vidéo explicative, avec une plaquette pièce jointe et avec un message à la fin qui dit rencontrons-nous. Ça, c'est pousser la structure dans le lac gelé. Ça veut dire bye bye. La structure, elle va même pas regarder notre message, elle est complètement écrabouillée et elle fuit. Donc, la technique que je vous propose, c'est de faire un premier contact en mode petite phalange. Et je vous ai fait une trame pour ça. Alors, cette trame-là, en fait, elle va nous permettre de faire toc-toc. Et ce qu'on va demander, on va demander un rendez-vous de 15 minutes, c'est tout. On demande seulement un rendez-vous de 15 minutes. C'est ça notre objectif avec la prise de contact petite phalange. Donc, vous allez chercher sur les réseaux sociaux, sur les annuaires, sur Internet, vous allez chercher qui contacter. On va dire qu'on en est à ce que vous avez identifié que monsieur et madame X est le ou la DG de la fondation, par exemple. Et où vous êtes sur un site Internet d'une fondation qui semblerait ne pas fonctionner par appel à projet. Ça sent bon. Vous sentez qu'il n'y a pas marqué appel à projet 2024, 2023. Ça sent bon, ça sent l'absence d'appel à projet. Donc, on y va. Et donc là, vous avez un formulaire de premier contact, un formulaire en ligne, vous connaissez personne et vous dites, OK, bah, j'y vais. Voilà comment vous construisez votre message. Vous dites, Madame, Monsieur, vous faites une phrase pour votre fonction, une phrase pour votre cause. Par exemple, Madame, Monsieur, bonjour, je m'appelle Claire, je suis la co-DG fondatrice de l'asso Assopreneur. Assopreneur est là pour soutenir toutes les personnes qui ont choisi l'intérêt général pour changer le monde par la force du non lucratif. Voilà, j'ai fait une phrase, une phrase. Ensuite, vous donnez un chiffre clé. Depuis 5 ans, en 5 ans, l'association a déjà accompagné plus de 650 associations et on a aidé à la création de plus de 700 emplois partout en France et sur toutes les causes des objectifs de développement durable des Nations Unies. Je donne un ou deux chiffres pour planter le décor. Ensuite, vous pouvez en donner un petit chiffre aussi, donner une petite phrase sur un projet que vous mettez en place. Nous accompagnons les entrepreneurs d'intérêt général dans un programme d'inspiration et entraide accessible gratuitement toute l'année au fil de l'eau. Voilà, je dis juste un truc comme ça. Vous voyez, j'ai fait à chaque fois une phrase, une phrase, une phrase, c'est tout. Et là, maintenant, vous dites pourquoi vous sollicitez cette structure. Je prends contact avec vous, Fondation de l'intérêt général, parce que euh, nous travaillons avec les mêmes bénéficiaires. Nous œuvrons dans le même champ de cause. Et là, vous mettez de l'émotion. Lorsque j'ai découvert votre fondation, j'en croyais pas mes yeux. J'ai arrêté de respirer. Mon cœur s'est arrêté. J'en ai eu des frissons partout. Vous voyez, vous mettez une émotion de malade. Et s'il faut, vous vous poussez, vous vous pincez pour avoir cette petite goutte-là. Et vous dites, quand j'ai découvert votre fondation, j'en ai pleuré. Faut y aller à fond, à fond, à fond. Ce qui va faire que votre message sort de l'ordinaire, c'est que vous allez écrire, pardon, comme vous parlez. Donc, il faut que vous écriviez comme vous parlez, de façon très simple et avec le plus d'humanité et de tripes possible. Vous mettez les tripes sur la table, là. Ensuite, vous assistez sur le point de connexion. Nous travaillons toutes deux sur l'entrepreneuriat de l'intérêt général. Vous soutenez des entrepreneurs qui ont choisi la non-lucrativité. C'est notre cas également. Vous voyez, vous réinsistez pour montrer que on peut faire la même chose. Tu veux intervenir, Anna? Oui, oui, pardon, je sais plus ce que je fais avec mes mains là. J'applaudis, je lève la main, n'importe quoi. Pardon. Je me permets de te couper, Claire, excuse-moi, mais du coup, je trouve, ce que tu dis, moi, je suis carrément d'accord avec toi et mettez de l'émotion, je trouve, faut aller à fond là-dedans. Mais du coup, je trouve que ça contredit vachement ce qu'on nous dit aussi beaucoup d'automatiser des prises de contact sur LinkedIn avec des messages un peu automatiques, tous les trucs avec l'intelligence artificielle et tout d'automatisation. Enfin, moi, je sais que ça marche jamais. Enfin, moi, en tout cas, quand moi je le fais, ça marche pas. Moi, ce qui marche, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire aller mettre une petite phrase qui va bien, etc. Mais c'est vrai qu'on entend beaucoup, notamment moi dans d'autres ateliers que j'ai eus sur la levée de fonds et tout, où j'entendais beaucoup pour gagner du temps, automatiser vos prises de contact, etc., etc. Donc, je sais pas si toi, tu as un avis là-dessus, par exemple. Moi, mon avis, il est que j'ai essayé de trouver les techniques qui consomment le moins d'énergie et de temps et qui va donner le plus de résultats, puisqu'on n'a souvent pas de salariés ou très peu et pas d'argent pour prendre des prestataires. Et donc, ce que je recommande, c'est d'aller faire moins de contacts, mais de mieux travailler le message. Donc, oui, je vais peut-être aller un petit peu à contre-courant. Moi, je suis pour préparer ces messages-là
selon vos différents champs de cause. Et après, c'est quand même assez facile, il suffit de copier-coller le message et de changer juste la phrase souvent qui est pourquoi vous sollicitez cette structure. Donc en vrai, moi je te propose du semi-automatisé, tu te fais ta trame et puis tu la copie-colles en modifiant deux, trois trucs, mais tu peux quand même gagner vachement de temps tout en restant très personnalisé. Donc moi je suis pas pour le growth hacking, d'aller choper, aspirer les adresses mail et d'envoyer un message à tout le monde. Je suis pas du tout pour tout ça, mais, mais bon, je dis pas que ça marche pas, hein. Mm. Là, en fait, pourquoi j'ai construit cet entonnoir comme ça? C'est parce que les premières phrases, on sait que quelqu'un a 2 secondes ou 3 secondes, même pas, sur un message comme ça, et ils sont sursollicités. Donc il faut qu'avec les premières phrases, la personne voit tout de suite que vous correspondez au champ de cause de la fondation. Parce que, encore une fois, elle ne peut pas soutenir tout le monde. Et donc, elle a besoin de savoir que vous correspondez à ce qu'elle fait. Et donc, la façon dont j'ai construit le message, ça permet de lever les barrières auprès de votre interlocuteur, qui va dire, OK, ça colle, OK, ça colle, OK, ça colle, OK, ça colle. Et parce que ça colle, elle va continuer à lire. Voilà. Si jamais ça colle pas, hop, elle va dégager. Voilà. Et ça se peut que ça colle pas. Des fois, on s'est trompé, ça colle pas. Moi, les membres entrepreneurs, ils utilisent ça depuis septembre. Ils utilisent le modèle que j'ai créé. Ça cartonne. Les membres, ils obtiennent le rendez-vous de 15 minutes et même souvent, ils se transforment en 30 minutes le rendez-vous. Et derrière, il y a des sous. Donc, testez-le, je vous assure, ça marche. Cette technique-là, elle marche. Donc, vous mettez de l'émotion, vous insistez sur les points de connexion, vous vous intéressez à leur centre d'intérêt. Par exemple, euh, j'adorerais participer à votre journée nationale de l'intérêt général que vous organisez une fois par an. À chaque fois, je vous suis avec grand intérêt. Merci pour ce que vous faites. Vous voyez, vous mettez un point de connexion. Et après, vous closez, on fait le clôture. Vous closez en demandant un court entretien de 15 minutes. Salut Anna. Et donc là, vous verrez dans la trame que je vais transmettre à Emmanuel et qu'elle vous transmettra. Dans la trame, je mets, nous serions ravis d'avoir l'opportunité de rencontrer une personne de votre équipe pour juste faire connaissance pendant un court rendez-vous de 15 minutes. On demande ça, faut rien, dans le modèle, faut pas changer cette phrase, faut laisser la trame. Et vous demandez 15 minutes pour faire connaissance, c'est tout. C'est ça la petite phalange. Je demande pas d'argent pour l'instant, vous avez vu? Je demande pas d'argent, je demande juste 15 minutes pour faire connaissance. Et que ce soit une fondation ou une entreprise, c'est pareil, vous demandez les 15 minutes. Et après, vous remettez un peu d'émotion, je me tiens à votre écoute, je croise les doigts, je vous remercie énormément, je vous souhaite une belle journée, sincèrement. Vous mettez pas bien à vous, mettez pas des messages comme ça, mettez des messages très humains. Voilà, vous faites ça, vous envoyez ce formulaire, et ça va cartonner. Voilà. Et combien de temps consacrer à sa recherche de fonds? Moi, ce que je vous recommande, c'est de vous poser la question combien de temps je passe avec mes bénéficiaires et combien de temps je passe sur tout le reste, la recherche de fonds, la comptabilité, la gestion de projet. En gros, quand vous êtes en phase de grosse recherche de fonds, faut que vous passiez maximum 30% de votre temps avec vos bénéficiaires et que vous ayez 70% de votre temps sur tout le reste, dont la recherche de fonds. Énorme, énorme. Voilà. Donc parfois, on est obligé d'arrêter certains ateliers, d'arrêter certaines dates avec nos bénéficiaires parce qu'on a besoin de capitaliser du temps sur la recherche de fonds. Voilà. Et donc au sein des 70%, il y a au moins 50% de ce temps-là dans la recherche de fonds. Voilà. Donc si pendant 6 mois ou un an, vous avez besoin de diminuer votre activité auprès de vos bénéficiaires, bah, vous diminuez parce que c'est ça qui va faire que vous pourrez aller chercher de l'argent derrière. Ça demande énormément de temps. Il faut à peu près 6 mois pour qu'une recherche de fonds donne de l'argent. Donc il faut se donner le temps. Sauf si jamais vous faites des campagnes de dons auprès de votre communauté. Là, c'est ce qui tombe le plus vite. Et le sponsoring aussi, ça tombe bien avant les 6 mois. Voilà. Donc, je vous invite à choisir les branches de la recherche de fonds, choisir votre mix, lancer les actions les unes après les autres. Le mieux, c'est d'aller chercher auprès des fondations et fonds de dotation, hein, je vous l'ai dit. Et si vous faites des événements, vous allez chercher du sponsoring d'entreprise. Et vous lancez comme ça des petites graines. Et quand on attend que la graine pousse, eh ben, on peut se tourner vers une autre façon d'aller chercher l'argent, une après l'autre. Et ça va marcher. Voilà. Et il est 16 heures. Et je vous remercie. J'ai une Merci question. beaucoup. J'ai une question sur parce que les cotisations, du coup, euh, Mhm. qui est un moyen de ramener. J'ai pas mal, moi, de gens qui me contactent. Là, j'ai une trentaine de bénévoles. Et en fait, les gens viennent en disant, bah, j'ai envie de t'aider gratuitement au jardin, tout ça. Et
comment on bascule à les faire payer, en fait, finalement, bah, c'est de l'aide, mais on leur donne aussi accès au jardin, on leur donne plein de conseils. Et donc, puis s'ils veulent que ce jardin vive, il faut qu'ils participent aussi à... Et j'ai l'impression que les gens pensent, bah, je donne du temps gratuitement, je ne vais pas en plus payer pour être dans l'assaut, quoi. Hmm. Comment tu... En fait, les adhésions à l'association, souvent, c'est vrai que c'est pas ce qui rapporte de l'argent parce que souvent, les adhésions sont très basses au niveau du prix. C'est 5 euros, c'est 10 euros, c'est 20 euros. Donc, c'est vrai que c'est souvent pas auprès des bénévoles qu'on trouve l'argent. Moi, c'est vraiment ça que je te propose, c'est que tu vas avoir des bénévoles qui vont effectivement t'aider dans le jardin. Tu vas avoir des bénéficiaires que tu vas aider avec tes produits et tes services. Mais en fait, c'est pas auprès d'eux souvent qu'il y a l'argent. L'argent, il est souvent pas auprès de nos bénéficiaires, de nos bénévoles. Il va être ailleurs. Et donc, ce que je te recommande, c'est d'aller chercher l'argent ailleurs, auprès des entreprises, auprès des fondations, des fonds de dotation, ou auprès d'une communauté plus large qui va pas être bénévole chez toi, ta communauté globale dans une campagne de dons grand public. C'est-à-dire que tu ferais pas payer les bénévoles. Les bénévoles, en fait, non, pas forcément, je les ferai pas payer. Parce que Parce moi, que je je sais trouve... qu'il n'y a pas d'argent à aller chercher auprès des bénévoles, en fait, très peu, très Mm. très peu. Moi, En je leur fait, proposerais d'adhérer, par contre. ouais, Tu vois, tu peux ces leur bénévoles. proposer de faire des dons s'ils le souhaitent ou d'adhérer ou tu vois, il peut y avoir des petites contributions. Voilà, Mais mais ce ne en sera fait, pas le gros de ton ouais, tu apport. peux pas imaginer que ce soit les personnes qui viennent t'aider au jardin qui fassent fonctionner Non, ton modèle. Ce qui va être nécessaire, c'est que toi, tu t'accordes un mi-temps à faire de la levée de fonds. voilà, c'est ça. Ça va être ton taf par contre. Ça, C'est laisser le jardin la moitié du temps aux bénévoles pour qu'ils gèrent et que toi, pendant ce temps, tu fasses de la levée de fonds. c'est ça, exactement. Mm. Moi, j'ai... Enfin, ouais. Bon, ok. Mais donc, tu fonctionnes avec des bénévoles qui ne sont pas nécessairement adhérents de l'association. Alors, c'est vrai que dans la loi 1901, tu n'es pas obligé de faire adhérer tes bénévoles ni tes bénéficiaires. Donc, c'est toi qui décides. Mais il y a des associations qui disent, tu veux devenir bénévole chez moi, tu dois adhérer. Tu en as qui disent, c'est obligatoire. C'est toi qui décides ce que tu vas mettre comme obligation. Donc, tu peux très bien dire, pour devenir bénévole, il faut devenir membre, adhérer, et c'est 15 euros. Tu vois, tu peux très bien faire ça. Mm. Mais ça changera pas grand-chose en fait. Tu vois, Non, Gaël, franchement, ça va rapporter, même s'ils sont 30 et que tu mets l'adhésion à 50 euros, ce qui est énorme pour oui, une c'est asso, déjà beaucoup. c'est énorme. Mm, Tu vois, mm, ça, mm. ça ira pas très loin. Donc, réfléchis aussi à l'intérêt de faire vivre ce jardin et d'avoir de la visibilité et de l'impact auprès de tes partenaires financiers en disant, regardez le nombre de bénévoles qui viennent dans mon jardin, regardez le nombre d'ateliers que j'arrive Exactement. à faire par mois, regardez, ça se valorise en argent, en fait. Tu vois. Auprès, par exemple, d'entreprises qui vont sponsoriser ton jardin, Qui vont sponsoriser, pour qui être vont devenir visible. partenaires, exactement. Parce que du coup, tu peux leur proposer de venir, je sais pas, une fois par mois. Enfin, je dis n'importe quoi, mais un food truck ou quelqu'un du quartier, tu peux lui proposer de venir sur ton jardin et de faire une vente une fois par mois, pas très loin du jardin. Enfin, tu vois, en partenariat, toi, tu lui vends du thé, lui, il vient, il met Enfin, il y a Ou une peut-être plein de choses. entreprise qui te sponsorise ton jardin et qui est visible avec des kakémonos, avec un Voilà, petit avec un flyers. kakémono, un logo affiché. Ça va vraiment te ramener de l'argent. Ça, Beaucoup oui. plus que les 1000 balles de Ça, oui. bénévolat. Et puis, les fondations et fonds de dotation, aller chercher celles qui sont dans ton champ de cause. C'est vraiment là où il faut aller chercher l'argent. Et C'est pas vraiment, auprès Gaël, des... tu as un projet qui est très commercialisable. C'est un des seuls, je pense, qui soit aussi commercialisable. Bon, désolée pour tout le monde, mais c'est vrai. Tu vois, c'est... par exemple, je pense à Anna, c'est des fermes urbaines en EQPV à Bobigny, c'est de la sensibilisation à la biodiversité pour des habitants qui ont vraiment pas de moyens. C'est quelque chose qui est beaucoup plus social que le produit du thé qu'on connaît, qui est un produit de luxe, un produit de niche, qu'on connaît mal en France, où on est curieux, où on a envie, il y a vraiment une appétence à découvrir ça. Donc, franchement, Gaël, je pense que tu as tout intérêt à toi te libérer du temps pour faire de la levée de fonds, pour faire du partenariat avec des entreprises. Ça va cartonner. Mais par contre, tu peux pas faire tout. Tu peux pas être au terrain parce que ça te plaît et laisser la partie levée de fonds à des bénévoles. Ça, c'est pas possible. Il faut qu'à un Non, mais moment, c'est parce que j'ai... Enfin, bon, je ne vais pas monopoliser là la discussion, mais dans les bénévoles, les gens, je sens aussi que c'est parce que comme ça, ils payent pas de visites ou de choses comme ça, et ça leur permet de... Enfin, ils me posent plein de questions, puis moi, j'offre souvent des plans, des choses comme ça, donc
J'ai Oui, bah très bien ça, peut-être arrête compris. d'offrir des plantes, tu vois. Ça peut être une manière de dire, écoutez, si vous voulez, il y a un don, il y a une boîte à dons, si vous en voulez, je vous laisse faire une contribution, tu vois. Et au moins, c'est pas du don La en nature. liberté et conscience à partir de 0 € par exemple. Ça Ouais, pourrait être voilà. bien. Mais parce que Mettre en des place des bénévoles, c'est aussi beaucoup de travail, l'air de rien, parce Mais qu'il faut exactement. les accompagner, les former, leur expliquer les choses. Moi, ça me prend énormément de temps. Aujourd'hui, voilà. Après, mais c'est effectivement quelle ambition je veux pour l'assaut, parce que moi, c'était pas nécessairement aller chercher de l'argent, mais avoir un petit fonds de roulement pour payer les outils, pour payer des petites choses qu'aujourd'hui je paye de ma poche. Et je me dis, tous ces bénévoles qui sont contents de venir passer du temps au jardin, bah, ils pourraient aussi financer, tu vois, Bah, propose-leur de faire des dons. Tu peux leur proposer de faire des dons. Tu peux très bien leur dire, en ce moment, j'ai besoin de 1000 € pour acheter ça et ça, et mettre une petite boîte ou un QR code avec le lien. Voilà, enfin, sinon, c'était la cotise, en fait, leur dire, bah voilà. Après, je pensais leur Eh ben proposer oui. un déjeuner annuel dans le jardin en contrepartie. Bah Et Je voilà. vais, je vais devoir vous laisser, mais est-ce Oui, que... merci Pardon, mais beaucoup. je peux partir et vous laisser la visio, par contre, ça, c'est pas un problème. Est-ce qu'il y avait d'autres questions avant qu'on clôture? Merci beaucoup pour toutes ces infos. Je les transmettrai et je les utiliserai aussi dans le cadre du Festival des 48 heures avec le sponsoring. Donc c'est cool. Merci. Ah bah génial. Ouais, Ravi. regardez Assopreneur, c'est super ce qu'elles font les filles. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci à vous pour votre intérêt. Et puis, à Emmanuel, je t'envoie le modèle de tram premier contact par mail Et, si tu veux le transmettre. et le replay, s'il te plaît. Et le replay. Il faut que je le mette sur mon Vimeo et je te l'envoie une fois qu'il a été mis. Super. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à tous. Merci. Merci, au À revoir. bientôt. Force à vous. Au Force à revoir. vous. Salut.